Monsieur Jossou, je vais dire pour une première fois quelque chose sur votre chaîne. Je l'avais dit en 2021. Je n'avais pas été compris. Et les gens m'ont attaqué, m'ont critiqué. Vous savez, moi, je suis libre. C'est vrai, je suis sympathisant de LD. Mais Dieu m'a donné une certaine capacité d'analyse. Si les gens m'écoutent, tant mieux. Si les gens ne m'écoutent pas, tant pis pour eux. Ne nous faisons aucune illusion. Les questions d'élection aujourd'hui au Bénin ne vont pas régler le problème du Bénin. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller aux élections. Mais toutes choses égales par ailleurs, les conditions actuelles, les tests que nous avons, encore que la Cour constitutionnelle a osé dire, valider ce code-là, qui remplit d'incongruités pour cette décision de la Cour, c'est le président qui est en même temps rapporteur. Ça ne vous dit pas quelque chose? Moi, j'avais eu cette information bien avant, que quand le président Talon a rencontré les membres de la Cour constitutionnelle, au départ, le président de la Cour constitutionnelle n'était pas tellement d'accord. Il dit, ah, nous fait tout pour dire oui, qu'est-ce que je veux là, c'est bon. Au pire des cas, soit le rapporteur. Et effectivement, le président, c'est le président, il est rapporteur. Ça veut tout dire. Bref, c'est triste. Donc, moi, je vous dis, monsieur Jossou, je vous confirme que ce code est un code totalement d'exclusion. Et la situation de 2026 sera pire que ce que nous avons connu en 2019. Parce que cette fois-ci, c'est souvent l'habitude de dire quelque chose. La loi des finances, le budget général de l'État, a une durée de vie seulement de 12 mois. Mais on l'étudie pendant 3 mois. Ça vous dit quelque chose? 3 mois, on étudie le budget pendant 3 mois. Et on se lève et on dit une constitution, la loi des lois, une loi qui va régir toute une nation, une loi qui va être le soubassement de tous les compartiments de la vie de la République. On dit, bon, d'abord, procédure d'urgence. Session extraordinaire. Est-ce que ça sonne bien même dans notre tête? Est-ce que ça va bien? Est-ce que des gens qui sont équilibrés, des gens qui ont toutes leurs facultés encore à jour? Je ne parlerai même pas des professeurs de droit. Je ne parlerai même pas des députés. Même quelqu'un, mon cousin au village, là, que la loi, le code, là, c'est un code d'exclusion qui va faire plus de malheur que ce qui s'est passé en 2009. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous ceux qui ont la foi de commencer à prier Dieu. C'est vrai. Et certains vont me dire non, la prière, vous la comptez ça tout le temps. Tout le temps. Moi, c'est la foi que j'ai. Et je salue même, m'excuser. Et il y a un forum qui s'appelle Tonokou qui a organisé même des séances de prière aujourd'hui que les gens ne peuvent pas prier. Parce que c'est ça aussi que les gens ne conçoivent pas. On a vendu notre pays à des esprits maléfiques. Parti Salon a fait tellement d'alliances diaboliques avant de son arrivée. Je l'avais déjà pas compris. Et j'ai dit, les 45 jours de 2021, là, que c'est pour une déprogrammation. Parce qu'il a pris l'engagement devant les esprits, dans l'invisible, qui va faire un mandat, il va partir. Il a dit, il a sorti ça de sa bouche. La parole est sacrée. Mais parce qu'il n'a pas voulu partir, ça fait de 45 jours. Maintenant, il est là, il est en train de faire encore. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Vodondé, là, où il se mettait à genoux, au cou Victor, a fait tout ça, là. Quelqu'un qui est si orgueilleux, arrogant, comme ça, là, vous pensez que lui, il va se mettre à genoux à des Vaudons. Ça ne vous dit pas quelque chose? Et après, on fait des statues, on enterre des choses dessus. Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin publiées chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton rejoindre. 17 mars 2024, en direct du studio Nelson Mandela. Bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. Depuis le 4 janvier 2024, le paysage politique au Bénin s'est trouvé sous les feux de l'actualité suite à la décision émanant de la Cour constitutionnelle enjoignant au Parlement d'apporter des corrections au code électoral en prévision des élections générales de 2026. Dans l'intervalle, nous avons été témoins d'une tentative avortée de révision constitutionnelle ainsi que de l'adoption d'un nouveau code électoral.
Afin d'approfondir notre compréhension des implications tangibles de cette agitation politique, nous avons eu le privilège d'inviter un acteur politique éminent, une personnalité versée dans les arcanes parlementaires et les mécanismes de gouvernance étatique. Nous avons donc l'honneur d'accueillir M. Valentin Djelontin Agossou, ancien ministre de la Justice, ancien député à l'Assemblée nationale et ancien juge à la Haute Cour de justice. Il faut préciser aussi que M. Djelontin est depuis 6 ans en exil en France. Bonsoir, M. Djelontin, et je vous remercie infiniment d'enrichir notre émission de votre présence. Merci, Monsieur Diossou. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre chaîne Via Africa Web TV ce soir. Je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs pour cet honneur qui m'est fait pour que nous puissions échanger sur les préoccupations, les problèmes de notre partie commune. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité encore. Bienvenue aussi à tous nos internautes qui sont déjà en direct avec nous. Ils peuvent participer à l'émission aussi en laissant leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. N'hésitez pas aussi à partager ce direct pour une meilleure audience. Je vais juste rappeler qu'avec M. Djelontin, nous parlerons de la révision avortée de la Constitution, nous parlerons du nouveau code électoral, nous parlerons aussi des réformes dans le secteur agricole et puis des relations entre le Bénin et le Niger. Je le disais dans mon introduction, cela fait déjà 6 ans que notre invité est en exil en France, avec le discours des autorités de Cotonou qui estiment qu'il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin. Il est encore difficile de faire la part des choses. Monsieur Djelontin, d'abord, on va vous demander comment vous portez et aussi, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles conditions vous vous êtes retrouvé en exil en France? Merci, Monsieur Diossou. Merci infiniment. Je vais faire rapidement le rappel. Mais avant d'y arriver, nos autorités qui sont à Cotonou, ce n'est pas à eux de dire que tel est exilé ou tel n'est pas exilé. Vous voyez, quand moi j'entends notre président dire je n'ai signé aucun décret pour envoyer quelqu'un en exil, ça fait rire, quoi. Ça diminue même la valeur de notre pays, que ça sorte même de la bouche d'un président de la République. L'exil ne se décrète pas. Et malheureusement, celui qui dit ça, lui-même a été exilé. Qui l'avait exilé? Quel est le décret qui avait été pris pour l'exiler, lui? Et c'est aujourd'hui qu'il trouve que non, il n'y a pas d'exilé. Et l'exil, c'est quelque chose qui est bien prévu par les dispositions des Nations Unies. Et quand les pays et où nous sommes, ces pays nous ont accordé l'exil, donc ce n'est pas à lui de dire qu'il n'y a pas d'exil. Alors, cela étant, ça fait 6 ans, effectivement, que je suis en exil. Et j'étais venu fortuitement ici en septembre 2018, et pour 2 semaines de congé parce que nous étions en vacances parlementaires et nous devions reprendre la session budgétaire, nous devions commencer la session budgétaire en octobre 2018. J'étais venu et vous savez, tout le monde sait, puis avant même que je ne voyage, j'ai informé la plupart des collègues, le président de l'Assemblée nationale sait que je voyageais, là, tous les députés savaient que je voyageais, j'ai informé tout le monde que je voyageais pour 2 semaines. Donc, ceux qui continuent de dire, il a fui le pays, il n'a qu'à venir répondre, tout ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. J'étais resté, je savais qu'on allait lever mon immunité dans cette fausse affaire de coton. Je suis resté au moment même où on faisait cette session de levée de mon immunité. Des collègues députés sont venus me voir pour me demander de quitter la salle. De fuir, j'ai dit, je ne fuis pas. Parce que Talon lui-même sait que je ne suis mêlé à rien. Je n'ai pas un franc, je n'ai pas détenu un franc. Donc, ceux qui continuent de faire ces ragots, ils n'ont qu'à aller voir le président Talon lui-même et lui poser la question pour savoir qui est Djelontin. Alors, donc, je suis resté, on a levé mon immunité. Je suis resté, on a fait même l'autorisation de poursuite devant la haute cour de justice. Si j'étais un peu heureux, si je voulais fuir, je serais parti. Alors, donc, je suis venu, tout le monde était informé que je voyageais, naturellement, pour 2 semaines. Mais le jour où je posais pied ici, c'est le jour-là même qu'on déposait une convocation de l'Office de cybercriminalité dans ma maison pour un document publié sur les réseaux sociaux. Et de quoi s'agit-il? En tant qu'ancien ministre, en tant que député,
Si même on devrait me poursuivre, on devrait me poursuivre devant la haute cour de justice. Les résolutions de l'Assemblée nationale doivent être envoyées à la haute cour de justice. Mais le ministre de la Justice s'est permis de les envoyer au procureur général de la cour d'appel et au procureur spécial de la Criette. Or, je le savais, je m'y attendais. Comme vous le savez, très tôt, quand nous avions commencé par dire que la Criette, c'était pour les opposants, très peu de gens avaient cru à ce que nous disions. Donc, le ministre a envoyé donc ces résolutions à la Criette. Et j'ai vu ça. J'ai dit, voilà ce que je disais. Donc, il a fait un détournement de procédure. Si quelqu'un devait être poursuivi, c'est bien le ministre Séverin Quenom, le ministre Séverin Quenom qui devrait être poursuivi. Et j'ai porté plainte. Naturellement, ça ne peut pas prospérer parce que nous ne sommes plus dans un état de droit. Donc, c'est comme ça que, ici, quand j'ai reçu, j'ai dit, bon, je vais partir, je vais rentrer. Je vais rentrer parce que je ne sais pas. Et beaucoup d'amis m'ont donné l'information, moi-même j'ai eu des informations pour dire, attention, ces gens-là, ils t'en veulent tellement à mort, si tu y vas, tu vas laisser ta peau. Donc, les amis m'ont informé, m'ont dit non, ne viens pas, tout ça. Et si vous vous rappelez, à ce début, j'ai profité de ce congé-là même pour animer des conférences ici. Parce qu'en ce moment, j'étais le secrétaire exécutif national du parti FCBE. Donc, j'ai rencontré les, les hauts militants qui étaient dans la diaspora, surtout qui étaient en Europe et autres là. Bref, donc c'est comme ça, et je me dis, bon, demain, je vais rentrer, après demain, je vais rentrer. Surtout lorsque les élections législatives de 2019 arrivaient, nous étions sûrs que nous allons remporter les élections. J'étais candidat. Et c'est depuis ce moment-là que le malheur du Bénin a commencé. On a tout fait pour nous bloquer par cette histoire de certificat de conformité. Moi-même, on ne m'a pas donné mon quitus fiscal, comme à d'autres, tels que Komi Kounché, tels que Bako. Et c'est pour cela que lorsque chaque fois cette histoire de quitus revient, ceux qui disent, oui, les gens ne veulent pas payer les impôts, ça fait marrer, quoi. C'est même criminel de l'affirmer. Parce qu'au moment même où on votait cette loi, nous avions déjà dit les inconvénients. Qu'on donne le pouvoir à un directeur qui est sous une autorité ministérielle de dire c'est lui qui va délivrer. Le Bénin n'a pas encore atteint ce niveau de maturité. Ça, certains Béninois, et les faits nous ont donné raison. En notant, lorsque cette pièce n'avait pas été délivrée, beaucoup personne ne nous croyait. On a saisi FONAC. Et le président de FONAC n'a jamais cessé de répéter ça sur toutes les chaînes de télévision et de radio. Nous l'avions payé, nous avions donné la preuve parce que nous avions eu les quitus au niveau des inspections départementales des impôts. Et il suffit simplement que le directeur au plan national signe le papier. Il a refusé. Parce qu'on lui a dit, ne signez pas, on ne veut plus nous retrouver à l'Assemblée nationale. Donc, FONAC a bien exhibé nos documents. FONAC a invité le DG impôt pour lui dire, mais écoute, pourquoi tu n'as pas délivré le quitus fiscal à Djenotin, à Comé, à Bako et autres? Il a écrit son nom, il a disparu depuis 2019, il n'est plus jamais retourné pour signer. En 2023, lorsqu'il n'a pas délivré également aux camarades de LD qui ont passé des nuits au service des impôts, devant la Cour constitutionnelle, il a dit qu'il a reçu des instructions d'en haut. Bref, que les gens arrêtent quoi de jouer à l'hypocrisie pour dire oui, les gens ne veulent pas payer les impôts, comme si eux-mêmes. Moi, je connais des gens qui doivent des milliards d'impôts. Mais en 2019, ils ont eu leur quitus. C'est quand même terrible ce qui se passe au Bénin, quoi. Bref, donc pour faire court, voilà les conditions dans lesquelles je me suis retrouvé en exil et j'y suis, donc depuis 6 ans. Je rends grâce à Dieu parce que les gens auraient bien voulu que mon cadavre retourne au pays, mais comme ce n'est pas la volonté de Dieu, j'ai encore le souffle de vie et je bénis l'Éternel pour cette grâce particulière qu'il me fait. Avec le recul et les contraintes liées à l'exil, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que vous auriez dû jouer le jeu du pouvoir de Patrice Talon, comme beaucoup de vos collègues ayant servi sous le président Yahi Boni, et bénéficier de la tranquillité et la paix de vivre au Bénin? Et M. Jossou, vous savez, j'ai reçu une éducation et je n'ai pas honte de le dire, je le dis souvent. Moi, je suis un villageois. Je suis né au village, je suis né à Kobe. Et l'éducation que mes grands-parents m'ont donnée, et cette éducation ne me permet pas donc de jouer à ce jeu. Et j'ai une conviction et j'ai une loyauté vis-à-vis non seulement de mon ancien patron, le président Yahi Boni, mais également vis-à-vis de la nation béninoise.
Vous savez, j'ai été élu député. C'est vrai, ministre, c'est un président qui m'a nommé, c'est le président Yagouni qui m'a nommé. Mais député, c'est ma circonscription électorale, pour ne pas dire, c'est le Bénin qui m'a élu. Et en ce moment, c'était véritablement des élections. Ce n'est pas les nominations qu'on fait aujourd'hui là. C'était véritablement des élections où il y avait la mouvance, il y avait l'opposition. Bien sûr, parce que les dirigeants également donc, du parti l'avaient voulu. Je dis encore un merci au président Yaïboni. Alors, donc j'ai été élu, j'ai été envoyé à l'Assemblée nationale. Et nous savions bien que les élections législatives de 2015 était un peu avant la présidentielle de 2016. Et c'est à la présidentielle de 2016 que le président Talon a été élu. Mais en 2016, je n'ai pas fait campagne pour le président Talon. Il faut être logique dans la vie. Et je le lui ai dit, moi je l'ai dit en décembre 2016, lorsqu'il était venu pour présenter son discours devant son discours sur l'état de la nation. Et quand il me serrait la main à côté du président Ngweji, il disait au président Ngweji, c'était un ange que Yaïbouni a transformé en diable. Il a dit non, monsieur le président, moi je ne suis pas un diable, vous le savez très bien. Alors, vous le dites parce qu'aujourd'hui, je dis des choses à l'Assemblée, ça ne vous plaît pas, mais je comprends. Lorsqu'on est dans cette position, on souhaite que tout le monde vous dise oui, vous êtes beau, vous êtes ci, vous êtes Dieu, vous êtes ci, vous êtes ça. Mais moi, j'ai l'habitude, je comprends déjà la pouvoir, je suis votre meilleur conseiller si vous m'écoutez. Mais vous aurez le temps de savoir que ceux qui vous entourent, c'était juste des problèmes de place. Moi, je ne veux pas un poste avec vous. Je ne veux pas pour de ministre, je ne veux aucun poste. Et je ne suis pas un opérateur économique pour vouloir également des marchés et autres. Alors, bref, c'est pour vous dire quoi? Il faudrait être logique. Aujourd'hui, on parle de partis politiques. Et justement, aujourd'hui, quand on parle de système partisan, on va avoir des partis forts. Mais les pays où nous sommes là, vous qui êtes en Amérique et autres, ou bien au Canada, tout ça là, vous voyez comment les choses fonctionnent? Il y a des partis qui ont duré des décennies. Mais si tous les temps, quand quelqu'un vient au pouvoir, on saute les pieds joints, alors que vous avez des idéologies totalement opposées pour le rejoindre. Pas on dit, oh, c'est ça la politique, c'est pas fait la politique, c'est ça la politique. Parce qu'on veut être toujours là où il fait bon vivre. Alors bref, moi, je n'ai pas voulu. Et ce n'est pas les opportunités qui manquent. Et c'est pour cela que moi, je dis à certains amis qui disent oui, nous travaillons pour qu'ils rentrent, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont honnêtes. Mais par contre, dans le même temps, je sais qu'il y a des gens qui ne souhaitent même pas que nous rentrions. Parce qu'ils nous considèrent comme des rivaux. Je ne suis pas du tout naïf. Donc, si moi, je veux rentrer, je connais beaucoup de gens qui étaient hors du pays, qui étaient rentrés. Donc, les opportunités, là, des gens nous ont approchés. Moi, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti pas parce que j'ai un problème personnel avec le président Talon, non. Mais tel qu'il gouverne le pays, c'est pas bon. Et moi, je ne peux pas rentrer pour être vilomégon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vilomégon, pour ceux qui ne sont pas de notre pays, je ne peux pas être un enfant placé. Placé, oui. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont fait ce jeu-là, qui sont partis, mais qui ne peuvent plus rien dire. C'est-à-dire, vous êtes là, on vous interdit, vous ne devez pas parler, vous n'avez pas fait la politique, vous n'avez pas fait ceci. Mais comment on peut être dans un pays qui se veut démocratique? Et c'est un individu qui doit dire qui doit faire la politique, qui ne doit pas faire la politique. Qui doit faire le commerce, qui ne doit pas faire le commerce. Qui doit avoir droit de vie, droit de mort. C'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Même les autres collègues qui ont quitté très tôt, qui ont été, qui n'ont pas été loyaux, qui n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis du président Yahi, qui, dès l'arrivée du président Talon, étaient partis. Il y en avait beaucoup, comme je le dis, qui étaient des lieutenants du président Talon auprès du président Yahi Boni. On le savait. Mais il y a d'autres, on ne le savait pas trop. Mais quand ils sont partis là-bas, ils sont fiers, ils sont heureux. Moi, je connaissais quelques camarades. Quand ils allaient dans leur zone, surtout ceux qui sont du nord là-bas, bon, je ne veux pas donner des noms, eux-mêmes, on s'est dit ça. Ben, aujourd'hui, là, quand ils partent même dans la rue, là, est-ce que quelqu'un sait qui sont même députés, qui sont même ministres, qui aujourd'hui peut citer du bout des doigts le nom de 5 ministres au Bénin, le nom de 10 députés au Bénin. Voilà, bref, donc c'est pour dire que ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu simplement parce que je ne peux pas cautionner ce qui se fait aujourd'hui, où on asphyxie tout un peuple et c'est-à-dire on amasse, on amasse, on amasse et on pense que c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas dans la quantité d'argent que nous avons. Le bonheur, ce n'est pas dans la quantité de biens et immobiliers et autres qu'on a. Non. La paix, c'est Dieu qui donne et c'est le cœur. Alors, bref, c'est pour vous dire que c'est vrai, mon pays me manque énormément. Parce que je suis né au Bénin, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Et j'ai un attachement naturel, et ça, c'est même un truc divin. C'est la nature même qui fait ça. Mais ce n'est pas pour autant
qu'un individu, mais quand même, Dieu m'a créé, Dieu m'a donné une liberté, Dieu m'a donné une intelligence, Dieu m'a donné quand même. Et parce qu'un homme veut que je vive par lui, je vive par sa pensée. Alors que le pays, tous nous avons contribué d'une manière ou d'une autre. Si le pays était comme ça, il pouvait venir prendre le pouvoir. Et on vient et on bouge tous les espaces d'expression démocratique. Et on continue. Et il y a des hommes, il y a des Béninois qui acceptent ça, qui cautionnent ça. Dieu est Dieu. Chemin faisant, je vais vous faire beaucoup de déclarations. Bref. Le, un projet de révision de la Constitution était sur la table des députés. Dans la nuit du 1er au 2 mars, ce projet a été euh, rejeté par les députés de l'opposition, les démocrates. Euh, il s'agit de la quatrième tentative de révision de la Constitution sous Patrice Talon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que notre Constitution est désacralisée? Si on jette un regard sur la Constitution de 1990, qui a quand même résisté au temps pendant 30 ans, ou autrement, si je veux formuler autrement ma question, est-ce que les députés qui ont voté la Constitution de 2019 ne se sont pas bien projetés dans le temps pour que cette Constitution de 2019 puisse résister au moins quelques décennies avant qu'on y touche encore, Monsieur Diamantin? Merci, Monsieur Yossou. Votre question est une question très, très pertinente. Bon, le contraire m'aurait surpris vous connaissant. Vous savez, euh, Dieu est Dieu. Bon, les gens souvent me reprochent, ah, pourquoi je mêle Dieu au problème politique. Bon, c'est ma source d'inspiration, c'est mon être. Je suis créé par Dieu. Vous savez, il y a un passage biblique qui dit, rien ne va rester éternellement caché sous ce soleil. Vous vous rappelez très bien que le président Talon avait agité cette affaire de révision. Oui, j'ai eu des problèmes avec Yahi parce qu'il m'a sollicité pour réviser la constitution, j'ai refusé. Alors que tout le monde savait que le problème, c'était le problème d'empoisonnement, c'était le problème de coton, c'était le problème de PVI. On avait dit ça, on avait agité ça. Mais lui qui avait reproché ça, qui vient, on a reproché à l'autre de vouloir réviser la constitution pendant 10 ans une seule fois. Lui, en espace de 7 ans, bien de 8 ans, il a procédé 4 fois à la révision de la Constitution. D'abord, première chose. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, notre Constitution est désacralisée complètement, complètement. Parce que, effectivement, nous avons connu plus d'un quart de siècle où cette révision, cette Constitution, pardon, n'a pu être révisée. On l'avait agitée au temps de Kérékou. Ça n'a pas pu. On l'a agité au temps de président Yaïboni. On n'a pas pu. Et je me rappelais, et je vois encore ces images de ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, les Zézinokwe, le professeur Abraham Zézinokwe, le professeur Jogbenou, les Orden Aladate et un certain nombre de personnes qui disaient qu'on ne peut pas déplacer une virgule sans consulter les paysans, les émigrants. On passait sur les chaînes de radio Canal 3, Radio Tokpa, les revues de presse tonitruantes dans ce Bénin-là. Et tout ont bu. C'est ceux-là qui viennent aujourd'hui et qui, comme un cahier de devoir de maison, on prend la constitution, on rassure, on bat. Vous savez, en 2019, quand ils ont fait cette révision nocturne-là, combien de gens ont vu la version définitive au bout de 2 mois, 3 mois? On n'a pas eu ça. Et en décembre 2020, et pendant qu'on préparait l'élection présidentielle de 2021, j'ai fait une émission sur Sika TV. C'est une télévision qui était au Bénin, qui est déjà fermée, hein, parce que ça dérange. Et vous continuez à exister parce que vous avez la chance d'être hors du Bénin. Sinon, on aurait déjà fermé votre affaire. Encore que vous faites des émissions pour le Bénin. Moi, je vous vois recevoir également des hommes de la mouvante. Donc, vous n'êtes pas une chaîne où on va dire que vous faites même la promotion de l'opposition. Alors, j'avais fait une émission où j'ai décortiqué cette constitution et très peu même de hauts juristes n'avaient même pas l'idée de ce qui était dedans. Et je me rappelais, quand je faisais l'émission, j'ai dit quelque chose. J'ai dit cette constitution-là, de tous les membres du gouvernement, de tous les membres de l'Assemblée nationale, que 5 personnes n'ont pas lu ça. Et le journaliste était gêné, il dit comment il peut faire des affirmations. J'ai dit non, tous les membres du gouvernement, tous les membres de l'Assemblée, 5 n'ont pas lu. Il ne m'a pas cru. Il y a le conseil des ministres qui a suivi, et Léon Mbedji, le porte-parole du gouvernement, est venu faire son point de presse. Et les journalistes lui ont dit, mais Diamantin a fait une affirmation pour dire que le président de la République
peut révoquer le vice-président de la République. Que c'est dans la Constitution. Et il y a dit, oh, Genotin ne fait que de l'intoxication. Genotin ne comprend rien, connaît rien. Et les journalistes ont insisté pour dire, Genotin, il a cité l'article. Il dit, oh, c'est pas vrai, c'est pas dans la Constitution. Et voilà, je dis porte-parole. Il est quoi? Comment vous appelez ça? Secrétaire général du gouvernement. Porte-parole. Il a un rang de ministre. Il assiste tous les jours au Conseil des ministres. Alors, qui ne connaît même pas. Et c'est après ça qu'il est allé lire pour comprendre que c'est dedans. Voilà, c'est ça. On a pris des étudiants au ministère de la Justice, des gens qui sont dans les cabinets d'avocats des ministres de la Justice qui se sont suicidés. On a pris quelques collaborateurs à l'étranger qu'on a déposés à la présidence de la République et qui vont prendre des livres, ils vont copier des choses. Mais est-ce que ces mecs copient même les livres? C'est-à-dire quand les gens ont des fantasmes, les gens ont des rêves dans leur tête, ils pensent que la loi c'est ça. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans certaines de mes sorties là, on a ignoré, on a banalisé les règles même de la légistique. On pense qu'une loi, là, il suffit seulement d'écrire des énormités, et ça passe à l'Assemblée, et puis on peut appeler ça loi. Donc c'est ainsi qu'ils ont écrit cette affaire-là, et la nuit, ils se sont précipités. D'abord, écoutez, j'ai souvent l'habitude de dire quelque chose. La loi des finances, le budget général de l'État, a une durée de vie seulement de 12 mois. Mais on l'étudie pendant 3 mois. Ça vous dit quelque chose? 3 mois, on étudie le budget pendant 3 mois. Et on se lève et on dit une constitution, la loi des lois, une loi qui va régir toute une nation, une loi qui va être le soubassement de tous les compartiments de la vie de la République. On dit, bon, d'abord, procédure d'urgence. Session extraordinaire. Est-ce que ça sonne bien même dans notre tête? Est-ce que ça va bien? Est-ce que des gens qui sont équilibrés, des gens qui ont toutes leurs facultés encore à jour? Je ne parlerai même pas des professeurs de droit. Je ne parlerai même pas des députés. Même quelqu'un, mon cousin au village, là, qui n'est jamais allé à l'école. Si on lui explique ça pour dire, quoi des minutes, nous tournons, mais c'est le tournons, la loi du pays là. Et l'autre dit, c'est pas possible. C'est pas vrai, quoi. Bref, c'est dans ces conditions qu'ils ont voté cette révision de la Constitution en 2019. C'est naturel, ça ne peut pas résister. Parce que d'abord, ils ne savent pas ce qu'ils ont mis dedans. Et toutes les fois qu'ils ont voulu faire une loi, depuis qu'ils sont là, c'est toujours qu'est-ce que nous allons mettre pour nuire aux autres? Qu'est-ce que nous allons mettre pour compromettre les autres? Alors, chemin faisant, c'est dommage quoi, l'émission est en français, je ne peux pas dire beaucoup de choses en fond, sinon ça rend bien ce que je veux dire dans nos langues, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils posent des pièges eux-mêmes et ils tombent eux-mêmes dans les pièges. Donc, comme vous l'avez dit, comment un truc qui a duré par exemple 25 ans, 27 ans, subitement, on fait, et 2 ans, 3 ans, d'abord on a fait en 2017. Ça va prospérer. Et lorsque vous prenez les différentes propositions, d'abord, comme j'ai dit, c'est des projets, hein. C'est le gouvernement qui rédige tout. Et on donne ça à des députés qui signent, qui ne savent même pas de quoi on parle. Ils signent, on dit, ah, c'est des propositions. Juste parce qu'on veut aller vite. Juste parce qu'on veut contourner la Cour suprême. Bon, encore que je disais parce que c'est devenu même la Cour suprême. Vous voyez? Donc, on a envoyé ça. On a fait, prenez la première proposition de 2017. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes objectifs que dans ce truc de 2018. Vous prenez, ce n'est pas les mêmes choses dans le truc de 2019. Vous prenez, ce n'est pas les mêmes choses dans le truc de 2000, quoi, on est en 2024 maintenant, non? Donc, mais tout le temps, on va vous dire, oui, j'entends même des gens qui disent, oui, voilà, c'est parce que le président de la République avait déjà promis que les institutions seront libres et les journalistes vont avoir plus de pouvoir, les ceci, les cela. Comme si, dans aucune des propositions de révision, on a donné plus de pouvoir à quelque organe que ce soit. C'est plutôt le pouvoir du président qu'on essaie donc d'augmenter. Bref, donc pour faire court, pour répondre concrètement à votre question, c'est un travail bâclé, un travail mal fait. C'est-à-dire c'est des devoirs mal assumés et eux-mêmes ils tombent. Vous allez voir, on y sera. Même le code qu'ils ont fait là, ils seront pris à leur propre pied encore. Donc c'est comme ça qu'on révise. On a révisé et après, paf, on fait encore, comme vous l'appelez ça, on révise les codes. Et cette affaire, vous vous rappelez, tout le prix qu'on a payé, et moi personnellement, mes camarades, je vous ai dit, j'étais le secrétaire exécutif national du FCBE. Et tous les problèmes que j'ai, à part les problèmes de PVI, tout ça que j'avais eu avec le président Talon pendant que j'étais au gouvernement, il y a que j'ai contribué à faire échec par 2 fois à la révision de la Constitution. Et c'est après l'échec de la révision là que
qu'un homme a envoyé cette lettre-là à la criette. Parce qu'on m'a vu, on m'a reçu, tous les présidents de l'Assemblée, les quatre là m'avaient reçu. On m'a démarché, on a démarché les camarades. On nous a fait beaucoup de propositions. Et j'ai dit non, je ne cède pas. Et on dit bon, il faut le persécuter. Donc on a commencé à me persécuter et on m'a bloqué à l'étranger depuis 6 ans. Alors cela étant, vous voyez, nous qui avions refusé cette révision, on devait même nous décorer. Parce que nous avions vu, nous avions dénoncé tous les problèmes que comportait cette proposition de loi. Après, pour nous empêcher, comme je le disais alors, à niveau législatif de 2019, on a fabriqué tout ça, on nous a empêchés. Ils sont allés faire une assemblée monocolore. Mais avant ça, comme je le disais, on m'a approché. On m'a approché, j'ai refusé. On est allé maintenant démarcher mes adjoints. Et c'est comme ça que FCBE est devenu le parti de Yarou et de Rumpé. Ce n'est pas Talon que c'est parce que c'est pas ceux-là que Talon voulait. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont quoi? Yarou là, il est où aujourd'hui? On les a démarchés. Ils sont allés s'asseoir dans ce qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont appelé dialogue politique. Alors que nous avions fait une réunion. D'ici, j'ai donné des instructions. Une réunion du parti a été faite où la décision qui avait été prise que nous n'allons pas participer à ça. Mais parce qu'ils ont été démarchés, ils ont été achetés. Ils sont allés pour cautionner cette révision. Encore qu'eux-mêmes, ils sont venus dire après que ceux qui ont mis là, peut-être ils n'ont jamais accepté ça. Et malheureusement, l'histoire s'est répétée parce que c'était le professeur qui est aujourd'hui le professeur Sosa, Dorothée Sosa, et avec Tokwanou, c'est eux qui avaient piloté cette affaire donc, de dialogue politique et qui ont aidé également à faire cette révision de la Constitution. Et voilà, ça vient encore maintenant, et puis chaque jour, on révise. Et voilà ce que le Bénin est devenu. Monsieur Jonathan, la Constitution de 2019 a été décriée. Et est-ce qu'on ne pourrait pas saisir l'occasion du projet qui a été présenté en 2024 pour pouvoir corriger les insuffisances contenues dans la Constitution de 2019? Merci beaucoup. Oui, d'abord, il y a un problème. Il y a un problème de principe. Réellement, pour être objectif, la Constitution de 2019 n'a jamais existé dans la tête des vrais Béninois. Même dans la tête de la communauté internationale, cette Constitution n'a jamais existé. Parce que, figurez-vous, beaucoup de Béninois avaient saisi la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui avait demandé de déchirer ça avant même les élections communales de 2020. Donc, en principe, on ne devait même plus continuer à parler. On devait ramener la Constitution de 2020. Maintenant, ce que vous avez demandé, si on ne pouvait pas profiter de 2024 pour pouvoir améliorer la Constitution de 2019, tel que c'est, on a procédé là. Au moins, vous avez l'âge, mais pas les jeunes qui sont nés il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous avez vu comment on a procédé pour avoir la Constitution de 90 là, où on est passé d'atelier à atelier, passé partout. Ça a été un débat partout, partout, partout. Aujourd'hui, on fait une proposition en une semaine, moins de 5 jours, ça c'est validé. Même si les gens voulaient, ils n'allaient pas le faire. Et en notre temps, c'est ce qu'on avait reproché. Quand nous avons fait échec une première fois à la révision de la Constitution, une deuxième fois, on dit voilà, ils n'ont même pas laissé le test passer la première étape de recevabilité. Et s'ils ont des choses, ils allaient amender. Pour la première fois, en 2017, c'est ce qu'on a dit. En 2018, où le niveau de recevabilité est passé, pour la deuxième phase, vous avez vu comment ils ont procédé? En plénière, on a dit de faire un rapport en toute urgence. C'est quand même terrible, quoi, le Bénin, mon pays. Donc, en 2017, on a reproché pour dire que oui, on aurait pu accepter au moins la recevabilité, qu'on pouvait faire tous les aménagements. En 2018, le niveau de recevabilité est passé et on est là. On a donné 10 minutes, mais 15 minutes à la commission des lois pour venir faire son rapport. C'est des gens qui avaient déjà des copies, ils ont déjà des copies avec eux. Et toutes les propositions qui vont être faites par l'opposition, ils vont tout refuser. Et ils vont venir. Même l'actuelle révision de 2024, là, si vous voyez, l'essentiel, c'est pour inverser l'ordre des élections. Mais il n'y a plus que ça. Parce que lors de l'étude du code électoral, j'ai entendu un membre de la mouvance qui disait que oui, voilà, c'était même Degla, mon ami Degla,
qui disait que oui, et la révision de la Constitution, on voulait mettre ceci, on voulait mettre cela. Alors que ce n'est pas dans la proposition qui a été introduite. Donc, ils vous mettent deux trucs pour vous piéger. Vous rentrez dedans, ils vont mettre maintenant. Parce que, n'oubliez pas, l'autre avait déjà parlé de refonte totale. On va faire refonte totale. Bref, c'est pour vous dire que dans la pratique, la chose n'est même pas possible. Même si les gens avaient voulu, ils ne pouvaient même rien corriger. Et nous l'avons vu, l'exemple typique avec le code électoral, où la plupart des propositions qui avaient été faites par l'opposition, on a vu Orden qui refuse, et le code a été réécrit sur place en l'espace de 30 minutes par Augustin Van. Bon, bref, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas. Dommage, je ne veux pas utiliser certains mots pour qu'on ne me dise pas que je suis respectueux. Voyez? Mais ils sont pas sincères. C'est vraiment bon, pas respect, j'évite d'utiliser le mot que je vais utiliser. On n'a rien à faire avec ces gens. Ils sont sans foi ni loi. Leur problème, c'est le pouvoir à tout prix. Leur problème, c'est l'argent à tout prix. Ce n'est pas le bien, le bonheur du peuple. Hein. Ils sont nullement préoccupés. Aucun d'eux. Nous ne faisons pas d'illusions. Le peuple ne les a jamais préoccupés. Si le peuple les a préoccupés, comment se fait-il que toutes les lois que vous faites voter ne fait que n'amène que la calamité, ne que le sang humain qui est versé tout le temps. Et vous avez du plaisir à faire ça. Et c'est des énormités, des trucs, même où vous lisez, même là, vous dites, mais c'est quoi? Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. La preuve, à chaque élection, ils vont à la Sénat pour demander interprétation ou bien explication. Voilà encore maintenant un autre brouillon, on va y arriver. On vient de faire une salade totale où, je me demande même si eux-mêmes qui sont à la Cour constitutionnelle, ils ont même compris ce qu'ils ont écrit. Et on a dit n'importe quoi, et puis bon, voilà, on va dire ça, c'est la loi. Après, ils sont plus aptes à dire, la loi, c'est la loi, la loi, c'est la loi. Et ils sont incapables eux-mêmes d'appliquer la loi. La loi qu'ils se sont donnée eux-mêmes, là, ils arrivent, ils ne peuvent même pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de concevoir ça. Ils n'ont pas pris le temps d'y réfléchir. Mais ce n'est pas possible. Regardez tout ce que le Bénin a comme juriste. Regardez tout ce que le Bénin a comme intellectuel. Et j'ai l'habitude de le dire, et ce n'est pas moi. C'est comme ça, la pratique. La Constitution, ce n'est pas une affaire seulement des députés. Je l'ai écrit, je l'ai mis sur mes trucs là. C'est une affaire qui engage toute la nation, aussi bien ceux qui sont à l'étranger que ceux qui sont à l'intérieur. C'est une affaire qui concerne toutes les corporations, les ONG, les associations, les rois, les têtes couronnées, les étudiants, les élèves, les paysans, les vendeurs, tout le monde. Ce n'est pas une affaire de 108, 109 personnes, bien 4. Ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Et encore que, combien sont-ils même à comprendre de quoi on parle? Parce qu'on lui a déjà dit, si on jamais les lois, votez ça les yeux fermés. C'est le président qui est venu ça à l'Assemblée. Votez ça les yeux fermés. Et effectivement, d'abord, beaucoup n'ont pas le même niveau de compréhension, d'analyse. Ce n'est pas une injure que je fais. Encore que même s'ils l'avaient, même s'ils étaient même tous de grands professeurs, tous, encore que eux-mêmes professeurs, qui vont rédiger les trucs là, rédigent même des énormités. À plus forte raison, ce n'est pas des gens de bas niveau qui pourraient comprendre quelque chose. Parce qu'ils sont mus par la ruse, par la rage, par le mal. C'est des gens, c'est comme si, comme je l'ai dit là, ils appartiennent tous au conseil d'administration du diable. C'est pas sérieux. De façon spécifique, on avait dans la Constitution de 2019 des éléments d'exclusion où les gens appelés, qui ont permis au pouvoir d'exclure l'opposition des élections de 2019 et puis dans une certaine mesure de la présidentielle de 2022. Est-ce que les démocrates, parce que les gens reprochent ça aux démocrates, auraient pu profiter de cette tentative-là pour pouvoir marchander, si j'utilise ce mot, pour pouvoir marchander et extraire ces blocages-là de la Constitution? Monsieur Jossou, bon, je comprends. Hein. Vous êtes en Occident, dans un pays où la démocratie a encore un sens. Je vous comprends, je vous le concède. Mais en tant que journaliste, en tant que patron donc, de chaîne de télévision, je sais que vous savez très bien ce qui se passe au Bénin. Ça n'allait pas prospérer, c'est ça que je dis. Vous voyez, ceux qui font ces procès aux démocrates, ce n'est pas que je les défends. Ils savent que ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Donc, moi, je crois les démocrates ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Et vous voyez même la manière dont ils sont traités là. Quand on leur donne la parole, vous voyez comment on les logne, on les pourchasse, on ne peut même pas leur permettre de parler. Tout ça là, ils disent bonne chose, on dit, ah, je vais vous arracher la parole. Et je vais lever la tienne, comme ce que Ngouya avait fait avec nous. On parle, il tape, la tienne est levée. Bon, l'autre là aussi est venu, celui qui est là, le président de l'Assemblée, Vlavo. Voilà, voilà.
voilà des pertes que quelqu'un pour qui moi j'avais une grande admiration. Vous voyez, à cause de l'argent. Ils vont vivre combien de temps ils pensent? Donc, même si les démocrates voulaient même contribuer, on ne va pas. Parce que ils ont leur plan. Ils veulent atteindre l'objectif. C'est pas, comme je vous ai dit là, retenez ça comme la norme. C'est-à-dire, peut-être les gens vont dire que je suis trop ambitieux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne veulent pas faire du bien. D'abord, ouais, ouais, quoi. Et le point est tombé, et le camp est tombé. Au vision était noir. Nous, il a vraiment un problème noir. Donc, même si les gens veulent corriger pour ça, un truc de bien, non. Ils ont. Mais regardez, je vous dis, ce qui est mis là, d'abord, pourquoi ils ont même voulu? Je vais vous expliquer ça. Dans la constitution de 2019, c'est prévu que les élections législatives et communales sont prévues pour se dérouler en janvier 2026 dans le cadre des élections groupées, dans le cadre des élections générales. C'est eux-mêmes hein, qui ont mis ça dans leur propre constitution de 2019. Et 2009, nous sommes quoi? 2019 à 2026, ça fait pratiquement 6 ans, non? 6 ans, oui, environ, oui. Alors, environ. Donc, ils savaient déjà, ils ont fait la constitution en 2019. Ils savaient que dans en 6 ans, 6 ans, 7 ans même, il y aura élection. Ils ont pas appelé de ça, élection groupée. Et en 2018, j'avais dit que quand ils ont fait leur projet là, j'avais fait une dénonciation, les gens ont crié à l'Assemblée. Je dis, si on avait adopté la constitution de 2018 là, il n'y aurait pas eu d'élection en 2021. Parce qu'il y a une formulation où ils ont mis qu'il y aura les législatives en 2019 et après les législatives de 2019, il n'y aura que les élections groupées en 2026. Et j'avais pris 2 articles. Si j'avais les trucs, j'allais vous dire exactement. Et j'ai combiné. Je pouvais expliquer que on sera en 2021, on va dire, ah, c'est quoi, il n'y a pas d'élection? On va dire, non, mais écoutez, on a bien dit qu'après les élections de 2019, ce n'est que les élections générales de 2026. Et Talon allait passer en 2021 sans élection. Et finalement, c'est ce qu'il a fait d'une manière ou d'une autre. Parce que ce qui s'est passé en 2021, ce n'est pas une élection. Alors, donc, vous savez ça. Maintenant, quand vous prenez la proposition de député Seibou, vous lisez, c'est ce que le président a dit devant vos collègues, les journalistes. Vous dites oui, pour la légalité, la légitimité, la légalité, la légitimité, qu'on ne peut pas faire les élections législatives avant la présidentielle. Alors que c'est vous-même qui avez mis ça dans la Constitution de 2019. Alors, donc, ce qui était visé dans la révision de 2024, c'est de mettre d'abord la présidentielle avant les législatives. Pourquoi? Parce que les gens savent que lorsque le président aura été élu, les Béninois, c'est là où il y a le pouvoir que les gens ils couvrent là. Donc, si on fait l'élection, ils savent que si l'élection était transparente, on fait les législatives communales, ils n'auront rien. Donc, ça risque d'être la fin de son système. Pour ça, il faut envoyer d'abord l'élection présidentielle d'abord devant. Donc, quand il va faire ses magouilles et le président sera élu, ou lui, ou quelqu'un d'autre qui l'aura placé, donc tout le monde va dire, ah, fait président une bonne offre. Donc tout le monde va venir vers lui. C'est pourquoi il tenait coûte que coûte à inverser cette affaire d'élection présidentielle dans la Constitution. Mais ils ont beaucoup de choses derrière la tête, comme je vous ai dit, qui ne se trouvent pas dans les quelques pages du CIU qui vont introduire. Donc les démocrates ne pouvaient pas avoir la main. Ils vont faire des propositions, mais Orden ne va pas accepter. Et ils sont majoritaires. Ils vont venir. Écoutez, quand Orden dit oui, bon, le président de l'Assemblée nationale, il court rapidement pour aider. Parce que non seulement il n'est pas seulement là, il est également le cousin, le neveu du président. Donc, lui aussi, pour être dans les bonnes grâces du président, ne veut pas contester le parent donc, du président de l'Assemblée. Bon, bref, vous voyez, on est mal barré, quoi. Mais Dieu est Dieu. Ça va changer. Oui, et une dernière question sur cette tentative de révision. Euh, on a écouté Patrice Talon lors d'une conférence de presse qui a dit qu'il ne souhaitait pas une révision, mais ce qu'on a constaté, ces députés sont allés de l'avant avec le projet et ont même voté presque à l'unanimité de sa majorité. Est-ce que les députés de la mouvance sont désormais plus forts que la volonté de Patrice Talon? Vous savez, ça me fait tellement rire, quoi. Quelqu'un a dit, quand le président Talon vous dit, demande de regarder à gauche, là, il faut même, il faut prendre une corde pour vous attacher à droite. Ouais, quand il dit ça, c'est ça le mal. Lui pense qu'il est en train de manipuler tout le monde, mais tout le monde savait que c'est lui qui est derrière la limite de la Constitution. Quand il dit ça, voyez, quand il ne parle pas pour les Béninois, hein, il parle pour charmer l'opinion internationale.
Et c'est ça, parce que de façon formelle, on va dire, ah, le président dit non. Si le président dit non, pourquoi il va menacer alors ceux qui ont voté contre la rébellion? Donc il a dit ça, juste, il a prévenu les gens, ah, vous savez, moi je ne souhaite même pas qu'on enlève une virgule. On a qu'à laisser ça comme ça. Moi, je vais même qu'on peut même écouter mon mandat. Alors que écouter son mandat, c'est encore autre chose, c'est une autre question qui est derrière. Bref, c'est pour vous dire que si lui n'était pas d'accord, les gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. Donc, lui, il veut, c'est lui qui a demandé. Même, c'est il vous l'a dit. Et heureusement que c'était un audio, il allait revenir encore plus dire qu'il n'a jamais dit ça. C'est il vous a dit qu'il a appelé le président, il a discuté avec le président de la République. Il a discuté avec le président de son parti, ABT, et Abdoulaye Biochane, avant de déposer. Donc c'est lui, rien, mon frère. Tout ce qui se passe là, c'est-à-dire ils sont dans un film et chacun sur sa partition. C'est-à-dire, dis-toi, tu fais ça. Même ce qui s'est passé pour le code là. Mais il les a reçus la veille, non? On savait ça. Donc on a bien déposé quelque chose, mais dit, et bon, écoute, et toi, Augustin, mon frère, là, dans un mois donné, là, toi, tu vas sortir le joker là, tu fais ci, tu fais ça. Et mon frère de Cover, et à quel attendez, bon, toi, tu déposes quelque chose, et ça va être pour nous un tremplin pour venir là. Ouais. Et c'est quand même des gens qui ont été à l'école, des gens d'un certain niveau. C'est-à-dire qui se laissent manipuler comme ça, comme des enfants. Et ils portent un nom. Et ça ne leur dit plus rien. Franchement, quoi. Bref, donc, ne croyez pas à ce que le président dit. Rien ne se passe dans le pays sans le président. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Donc, tout le temps là, il dit ça juste pour son pays, ceux qui peuvent son pays. Mais tout le monde, même aujourd'hui, même les enfants, ils ont dit, bon, que c'est que le président fait économie de vérité, quoi. Je ne veux pas utiliser l'autre mot. Contrairement à la Constitution, le nouveau code électoral a eu un vote favorable à l'Assemblée malgré la résistance, on peut dire, des partis, les démocrates. Au lendemain de ce vote, vous avez dit que ce nouveau code comporte des pièges. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de ces pièges-là contenus dans le nouveau code adopté? Merci beaucoup. Et bien avant même d'en arriver là, vous savez, juste quand il y a eu l'échec par rapport à la rébellion, vous m'excusez, j'avais déjà dit que le parti talent a un plan B et que le plan B est un plan sournois, mais plus dangereux. Et j'avais beaucoup alerté par rapport à la proposition de loi Ake parce que j'avais lu et je voyais les pièges qui venaient. Et comme vous l'avez dit, effectivement, si le président Talon n'a pas la même mise sur les gens, comment on peut me comprendre que ceux qui ont voté contre la révision de la Constitution, rapidement se soient tous mis d'accord pour voter pour un code qui leur arrache même des privilèges. Vous voyez, nous, au Bénin, c'est au grand humain. Ça veut dire des gens, c'est comme terrible, quoi. Franchement, je ne peux pas comprendre ça, quoi. On dirait que les gens sont tous en voté, ou bien ils ont fait un pacte diabolique. C'est-à-dire que vous donnez, vous êtes député, et nous parlons de séparation des pouvoirs. Vous avez la charge de contrôler, de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement. Et une seule personne, fut-il président de la République, vous dit c'est ça que moi je veux. Et on vous donne des codes pour lier-vous vous-même. Parce que, non, je l'ai dit, hein, et je le répète sur votre chaîne, même tous ceux qui ont voté ce code-là ne seront pas tous à l'Assemblée en 2026. Ils blaguent, quoi. Ça, on va les nettoyer. Certains vont partir, mais beaucoup n'iront pas. Alors, donc, ce code-là, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout énumérer. Mais je vais vous donner juste quelques-uns. Regardez les dates, telles que c'est fixé là. Ça l'aide de rien, bon, ça passe comme ça, les personnes n'y pensent, personne n'en parle. On dit, le président, ceux qui seront candidats à l'élection présidentielle de 2026 doivent déposer leur dossier de candidature 180 jours avant le scrutin. Quand vous faites le calcul, vous allez voir que c'est en octobre, plus précisément, je n'ai pas le papier sous les yeux, il y avait la date là, je crois que ça doit être le 7 ou quelque chose de même, comme ça là, octobre. Et octobre 2025, c'est ça? Octobre 2025, oui. Okay. Octobre 2025. Pour ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. Octobre 2025. Voilà. Donc, ils doivent déposer, si vous faites les décomptes là, ils doivent déposer leur dossier 180 jours. Ça fait 14 octobre 2025. Je veux bien mon raisonnement. 14 octobre 2025. L'élection présidentielle de 2026 aura lieu en avril 2026. Avril 2026. Et c'est là où je parlais de plan B.
Parce que le plan A qui était la révision, le président voulait inverser l'ordre. Pour lui, on doit faire la présidentielle d'abord avant de faire les législatives. Parce que quand on fait ça, étant donné que le président est déjà là, tout le monde va vouloir virer pour aller vers le président. Comme il n'a pas reçu ça, il sort le plan B. Le plan B maintenant, c'est pour empêcher tout le monde d'être libre. Il doit tenir tout le monde, comme il a dit. Il doit soumettre tout le monde. Il doit soumettre les députés, il doit soumettre les maires, il doit soumettre les opérateurs économiques, il doit les détruire. Donc, ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle vont déposer leur dossier au plus tard 14 octobre 2025. On dit les députés, les élections législatives, ils doivent déposer leur dossier 60 jours avant le scrutin. Or, vous savez, comme il n'a pas pu inverser les choses comme il le veut, pour que ce soit les députés et les maires de 2026 qui vont parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026 tel qu'il le souhaitait, comme il a dit, c'est ça qu'il voulait. Parce qu'en faisant dans la précipitation leur code de 2019, ils ne se sont pas rendus compte. Et il y a 2 jours, 3 jours, et puis il a commencé à s'acharner à faire des démonstrations de légalité, légitimité, ce qui est un faux truc. Parce que lui-même, quand il dit que oui, comment des gens, on a déjà élu de nouveaux députés, comment les anciens députés vont parrainer. Alors que lui-même président, là, le nouveau président de 2026 sera élu en avril. Mais lui, président, va partir en mai. Entre avril et mai, là, lui, il est toujours légitime, puis il est légal. Il ne va pas continuer à poser des actes en tant que président de la République. C'est-à-dire, nous, on doit blâmer quoi. C'est-à-dire, on dit les choses, il dit les choses, il pense qu'il est intelligent. Et puis les gens acclament ça. Et c'est ça qui fait qu'il pense qu'il est intelligent. Et on dit, ah, il est fiché où? Alors, bref, donc les législatives là, ça va faire 12 novembre 2025. Donc, suivez très bien mon raisonnement. Comme les conseillers, bon, avant, il avait dit le jour, il faisait le truc, là, il avait parlé de 65 jours. Maintenant, quand j'ai lu la décision de la Cour, ils ont encore changé. Voilà ce qu'on dit. Ceux qui ont voté, on change après. Ils ont mis 75 jours dans le truc de la Cour constitutionnelle. C'est malheureux. 75 jours. Donc, si vous calculez 75 jours, ça fait 28 octobre 2025. Mais ce sont, je vous dis, ce sont les maires qui sont là aujourd'hui, les députés qui sont là aujourd'hui. Donc, ils vont parrainer d'abord parce que les dossiers seront déposés avec le parrainage. Et les dossiers sont déposés en octobre. Et c'est après le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle que ceux qui veulent être députés, ceux qui veulent être conseillers communaux pour être maires, leurs propres dossiers vont être déposés pour les autres vers fin octobre, les autres en novembre. Ça veut dire quoi? On a déjà la liste de tous les députés, de tous les maires qui ont donné des parrainages. Et c'est lui, Talon, qui va dire, parce qu'il a dit qu'il va être actif. Donc, même si par la force des choses, il s'en va, il sera actif. Encore que là, moi, j'ai mille raisons pour vous dire qu'il va aller nulle part. Même si on fait des trucs après, je vous explique encore plus dans le code qui sont validés là. On connaît déjà la liste. Les deux partis qui lui appartiennent, BR et UP, vous savez que même pour les élections de 2023, c'est avec lui qu'ils ont validé toutes les listes. Il va enlever moi, tous ceux qui ont essayé de se rebeller. On va les enlever tous. Parce qu'on sait déjà. C'est ce que ça vit, c'est ce que ça cache, l'articulation des dates que vous avez vues là. Sinon, comment on peut déposer 6 mois à l'avance les dossiers pour être candidat? Alors que le truc, la Sénat même, ne va sortir le calendrier que 60 jours avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Sénat n'a même pas encore sorti qui va y avoir encore des aberrations. On met dans une loi que c'est 60 jours. Ça veut dire dans 2 mois que la Sénat doit donner le calendrier. On ne connaît pas le calendrier. Mais la loi dit déjà que 6 mois à l'avance, les candidats de la présidentielle vont déposer leur dossier. Donc, ceux-là, on va les enlever. Maintenant, vous allez me dire, mais comment il peut contrôler la liste de l'opposition? La liste de l'opposition de 2023, vous allez me dire qu'il n'a pas contrôlé ça? C'est ceux-là qui devaient être candidats qui sont candidats, non. Mais cette fois-ci, d'abord, il y a le quitus fiscal. Les gens, pour raconter ce qu'ils racontent, ils racontent leur vie. Ils savent très bien que c'est un truc d'exclusion. Avec le quitus fiscal, on va encore empêcher l'opposition. Ceux qui veulent aller. Avec les histoires de certificats de résidence, attestation de résidence, on va encore exclure les gens. Mais ils sont allés encore corser plus. Toujours au niveau des pièces. On dit qu'en déposant, le candidat va mettre comme vous appelez ça, la fiche numéro 3. Du casier judiciaire, c'est ça? Oui, voilà, l'extrait. 3. Okay. Voilà, 3.
Maintenant, la Sénat, Seigneur Jésus-Christ, la Sénat maintenant va demander elle-même le numéro 2. Mais après, on va vous dire, ah, on a demandé, ils n'ont pas donné. Donc, vous avez déjà envoyé le 3. Hein. Je suis allé vérifier même dans le code de 2013. C'est le numéro 3 seul. Et même dans leur propre code de 2019, c'est un seul casier. Maintenant, ils sont allés à 2. Il y a un extrait qui va être déposé par le candidat. Il y a un autre extrait qui va être déposé, que la Sénat va demander. Bref, donc ils ont bouché partout pour empêcher les gens. Bref, voilà un truc. Maintenant, si vous rentrez à l'intérieur, il y a plein de choses. Ne parlons pas des histoires de 20%, de 15%, des trucs, des énormités comme ça. Et la Cour a trouvé des justifications qui ne tiennent pas du tout pour pouvoir dire oui, c'est bon, c'est ci, c'est ça. Franchement, bon, c'est pas le bien que j'ai connu, franchement. Selon quand même la mouvance présidentielle, ce nouveau code ouvre l'ère des grands partis politiques. Que pensez-vous de cette affirmation? Parce que c'est ce qui sous-tend les ajouts, par exemple, la répartition des sièges, par exemple, actuellement. Vous avez, même si je dis quelque chose aujourd'hui, maintenant, on va dire, bon, quand ça vient de la bouche de Gérontin, ça sent mauvais. On va dire, oh, laissez Gérontin, il fait une intoxication, il fait ci, il fait ça. Vous êtes, entre nous, de vous à moi, honnêtement, vous êtes sûr que tous ceux qui ont voté cette affaire-là, même de la mouvance-là, ils sont contents, ils sont fiers d'avoir fait ça. Quel grand regroupement. Vous vous rappelez très bien que, même avec les deux partis là, UP et BR là, tous les jours, les gens quittent UP pour aller à BR, les gens quittent BR pour aller. À un moment donné, même mon ami, le ministre de la Culture, comment il s'appelle, Abimbola, il n'était pas BR avant. Après, il est allé après, il a même raconté l'histoire de système partisan, tout ça là. Non. Donc, c'est des histoires. Maintenant, même si c'était même le cas, vous voyez, ce qu'on a aujourd'hui, là, on dit que UP est le plus grand parti du Bénin. Vous pensez que UP est vraiment le plus grand parti du Bénin? Quand vous êtes parti, grand parti là, ce n'est pas le vol, ce n'est pas des mascarades, c'est c'est-à-dire en flottant ou au vu au-dessus de tout le monde, même un député. Dit, moi, j'ai déjà rempli 12 carrés au vu de tout le monde. C'est comme ça qu'on devient grand parti. Quand on veut devenir grand parti, là, c'est-à-dire en primant des gens de PRD, ouais, dans Ouémé Plateau, ou PRD pour les élections communales. Ils avaient tout. Mais aujourd'hui, c'est des maires illégitimes, des conseillers illégitimes. Bon, c'est bien fait même pour vous aussi. Ouais, qui les dirige. C'est pour ça qu'on devient grand. Donc, on fait un truc où on empêche les gens d'exprimer leur volonté. On empêche les citoyens. Les citoyens votent, ils accordent le suffrage à des partis politiques. Mais on vole, on truc. Et après, on va dire non, les feuilles de document sont caduques. Et c'est la Sénat qui fait les trucs. Et après, on ramène ça au président qui dit bon, donnez 10 à tel, donnez 20 à tel, tout ça. Bref, vous allez voir, nos professeurs disent, les professeurs Olo, le professeur, comment il s'appelle Robert Dossou. Robert Dossou, ça, c'est-à-dire, un parti, c'est pas par contrainte. On adhère à un parti volontairement. Ce n'est pas. Vous savez, même tout ce qu'on dit, oui, il y a 22 000 partis au Bénin, il y a 50 000 partis au Bénin, c'est des histoires. Quand on fait les élections, là, il y a comme des partis finalement. Et je l'ai dit au moment où même on fait ce débat depuis 2017-2018, je dis, vous prenez la charte des partis politiques d'avant, les codes, tout ça là. Lorsque un parti politique n'a pas pu aller aux élections législatives 2 fois, le ministre de l'Intérieur devrait le rayer. C'est tout. On n'a même pas besoin de faire tout ce qu'on fait là. Tout ce qu'on fait, c'était juste pour que, ils savent très bien. Quand on voit un président du parti qui n'a même pas pu se faire élire à Cotonou, ça vous dit pas quelque chose? Même le seul qu'ils ont eu là, ou qui est ordonné à aller là-bas maintenant, pendant qu'ils ont gagné quelque chose à Cotonou, ils n'ont pas gagné, ils ont volé. Donc, si on veut faire quelque chose honnêtement, on n'a qu'à libérer l'espace, faire des élections transparentes, crédibles, inclusives. Et là, ils vont nous prouver qu'ils sont forts. Ouais, donc, quand on dit que c'est pour créer des partis, on ne peut pas contraindre les gens. Lorsqu'on me contraint pour être quelque part, par des astuces juridiques, tout ça là, je vais être, mais mon code ne serait pas là. Et vous à la moindre occasion, les gens vont tous partir. Donc, c'est des faux trucs, franchement. C'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Au lendemain de ce vote, les informations qu'on a actuellement, c'est que le nouveau code électoral risque de conduire les Béninois à une autre élection exclusive comme ce qu'on a connu en 2021. Est-ce que dans ces conditions, dans les conditions actuelles, l'opposition a encore une chance en 2026 pour pouvoir faire valoir ses droits, pour pouvoir
subsister et éventuellement remporter les élections présidentielles de 2026? Monsieur Jossou, je vais dire pour une première fois quelque chose sur votre chaîne. Je l'avais dit en 2021. Je n'avais pas été compris. Et les gens m'ont attaqué, m'ont critiqué. Vous savez, moi, je suis libre. C'est vrai, je suis sympathisant de LD, mais Dieu m'a donné une certaine capacité d'analyse. Si les gens m'écoutent, tant mieux. Si les gens ne m'écoutent pas, tant pis pour eux. Ne nous faisons aucune illusion. Les questions d'élection aujourd'hui au Bénin ne vont pas régler le problème du Bénin. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller aux élections. Mais toutes choses égales par ailleurs, les conditions actuelles, les tests que nous avons, encore que la Cour constitutionnelle a osé dire, valider ce code-là, qui remplit d'incongruités. Bon, c'est validé parce que bon, les décisions de la Cour sont appel. Bon, je respecte ça parce qu'ils ont validé, c'est ça qui va devenir le code. Je respecte ça de façon formelle. Mais cela ne m'empêche pas de ne pas critiquer ça. Alors, regardez les conditions qu'on a données là. Où on dit les parrains, c'est-à-dire les députés, ne peuvent pas parrainer quelqu'un d'autre en dehors de celui qui choisit par le parti. D'accord? Alors que la Cour Djogbenou, qui est toujours à la base de tous ces tests qui circulent là, sa propre Cour Djogbenou, même pas 2 fois, a dit que l'acte de parrainage est un acte personnel. C'est quand même terrible, quoi. Djogbenou, sa Cour a dit ça pas 2 fois. Le président Vlavonou a répondu à un courrier, a dit ça. Malgré tout ça, c'est ceux-là aujourd'hui qui ont fait voter cette loi, qui ont acclamé. On met, et puis, comme je l'ai dit, ça, c'est le principe élémentaire de loi. La loi a une portée générale. La loi est impersonnelle. C'est comme si on allait regarder une camisole qu'on a cousue pour LD. Parce qu'aujourd'hui, on a porté le taux de 10%, que même UP n'a pas pu avoir aux dernières élections. Bien, n'en parlons même pas. On a quitté 10%, on est allé à 15%. Simplement parce qu'on sait que les LDA aujourd'hui 28 députés. Et vous faites le calcul, ça fait 17 députés, quelque chose, 18, comme il n'y a pas de 1000 personnes. Donc, ça fait exactement les 18. Comme si il n'y a que le parti LD qui soit parti d'opposition, mais qui soit parti politique au Bénin. Au Bénin, il n'y a pas que LD, il n'y a pas que UP, il n'y a pas que BR. Il y a beaucoup de partis qui ont été reconnus par le ministère de l'Intérieur. D'abord, ça pose un problème. On ne peut pas, contrairement à ce que Orden a dit, bon, je comprends, il ne comprend rien aux questions, même s'il a fait champ juridique, pour dire que oui, les partis qui sont là aujourd'hui répondent aux critères, tout ça là. On ne peut pas partir à 3 partis aujourd'hui à l'Assemblée, dire que parce qu'il y a ceux-là, ils ont rempli, c'est fini, on va tailler une loi comme ça. Donc, il suffit que, je ne sais pas une prière que je fais. Dieu merci, jusque-là, le parti LD, les députés ont prouvé qu'ils sont unis, sont solidaires. Mais il suffit qu'on désigne par exemple un candidat au niveau du parti, quelqu'un dise qu'il n'est pas d'accord, terminé. Ça veut dire qu'il ne peut pas parrainer un candidat pour aller à la présidentielle. Un seul manque, parce qu'ils sont 28. Un seul dit non, terminé. Et nous connaissons très bien les ambitions des uns et des autres en l'intérieur du parti, ce qui est naturel. Mieux, je vous dis, même s'ils arrivent à s'entendre pour désigner, il y aura encore les blocages de quitus fiscal, le blocage donc de casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire, c'est le tribunal, c'est le ministère, sous le ministère de la Justice. D'abord, si tu peux arriver à prendre le premier, ce que la Sénat va demander, va dire non. Et le président Talon, c'est ça que je lui dis, c'est ça que la déclaration que je vais faire, va faire exactement encore comme ce qu'il a fait en 2021. En 2021, voilà, j'avais dit ça très tôt, mais les gens m'avaient pris au sérieux. Pour dire que j'ai dit que LD est parti de Talon. Je n'ai jamais dit ça. J'avais dit en 2021 que c'est Talon qui va imposer un candidat. C'est le candidat qu'il veut là, qui veut que ce soit le candidat du parti là. Si ce n'est pas ce candidat, le candidat n'aura pas le parrainage. Ça n'a pas raté. Le parti avait désigné Mme Madougou. Mais le président voulait que ce soit quelqu'un d'autre. Et vous voyez ce qu'on est allé chercher là, pour dire que ce sont des gens qui ne peuvent pas se faire élire conseiller là. C'est là qu'on a mis pour dire son candidat. Et le président même est fier de dire qu'il a été électé avec ceux-là. Ça va être la même chose. Donc le président, il va caporaliser ces deux partis, mais il va chercher à dicter encore la loi aux partis d'opposition. Du coup, si on ne sait pas faire, ça arrive. Mais encore que, en leur propre sein, moi, je suis convaincu que, malgré leur peur,
ils seront brisés eux-mêmes. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. Quand je dis tuer, c'est pas qu'ils vont se donner des coups de poignard, non. Mais les ambitions sont telles que, même si on les force, ils vont réviser même encore ce code-là avant le 2026. Bref, c'est pour vous dire quoi? C'est des lois d'exclusion. Le mot exclusion même est petit. Tout est taillé pour exclure. Non seulement les questions de taux, de ci, de ça, mais toutes les histoires de culture sont là pour faire des développements qu'on veut, tout ça. Quand j'entends ça, ça me fait rire, quoi. Je le regarde. Je le regarde. Bref, M. Jossou, ce n'est pas bien pour la paix. On ne gouverne pas comme ça. Vous êtes fort, vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas fort. Mais si on avait fait ça là, Talon pouvait avoir les élections. Et il gagne, et puis il vient maintenant. C'est lui qui empêche tout. Et les gens osent vous dire que c'est la loi. Bon, parce que ça a été voté par l'Assemblée, ça a été contrôlé conforme par la Cour constitutionnelle, et nous savons comment les choses se passent. Et c'est triste. Moi, je sais que lorsque vous n'êtes pas dans la vérité, vous allez vous faire prendre à votre propre piège. Ils seront rattrapés encore. Et on sera là. Ils vont revenir pour réviser encore ce code-là. C'est triste. Oui, malgré la décision de la Cour constitutionnelle, on a entendu quand même les organisations de la société civile qui demandaient à Patrice Talon de dire à l'Assemblée de faire une deuxième euh, une relecture de ce code avant de promulguer. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une possibilité de retourner ce code où visiblement il y a des insuffisances encore? Ces insuffisances risquent de conduire encore à des troubles comme on a connu en 2021. Est-ce qu'il est toujours possible aujourd'hui de retourner ce code sur la table des députés pour pouvoir un peu nettoyer certains points de discorde? Juridiquement, oui. Juridiquement, oui, mais comme on dit en France, Dieu avec lui. Dieu avec lui, je ne sais pas comment il va respecter avec ça. Vous avez chez nous, quand on était petit, là, quand on veut tuer l'escargot, là, on lui donne du sel. C'est-à-dire, l'escargot ne mange pas le sel. Quand vous lui donnez, il meurt. Ça, c'est pas parti salon, ça. C'est lui-même qui est à la malheur. C'est lui-même qui a fabriqué tout ce que vous voyez là. On lui demande de donner les trucs. Mais s'il devrait même être attentif aux cris des OSC, là, il ne devrait même pas faire adopter ça. Parce que, je me rappelle bien, il y a les confessions religieuses qui ont fait une déclaration. Cette déclaration a été lue par Monseigneur l'archevêque de Cotonou. Et, les OSC également, la plateforme des OSC a également fait une déclaration. Et déjà en lui demandant de ne pas accepter, promulguer cette loi. Pourtant, il a fait. Maintenant, s'il a même saisi la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de recours. Il ne voulait même pas le faire. Et puisque j'ai même entendu, voilà ce qu'on dit. Vous savez que dans la Constitution de 90, toutes les lois doivent passer systématiquement par la Cour constitutionnelle avant d'être promulguées. En 2019, ils ont enlevé ça. Et c'est les lois organiques, certaines lois qui doivent passer. Donc, et c'est comme ça que, vous voyez, on vote des lois et en 48 heures, c'est promulgué. Comme si le président et l'Assemblée tombent dans le même lit. Et avant Blada a dit, il s'est moqué même de certains juristes pour dire qu'ils ne comprennent rien, que les autres ont pris les dispositions pour que la loi soit rapidement promulguée. Avec tout ça, là, vous pensez que le président va dire, qu'est-ce qui est là que lui ne savait pas? C'est lui-même qui a voulu qu'on fasse ça ainsi, pour qu'il puisse instaurer sa dynastie. Même si vous le forcez à partir pour ne pas avoir un troisième mandat, il va se retirer, il va placer quelqu'un et il va revenir parce que la révision de la Constitution va intervenir avant qu'il ne parte. Comme je l'ai dit là, les conseillers, les maires, tous seront en place au plus tard en février 2026. Mais le président est là jusqu'en mai 2026. Et tous les maires, tous les députés de 2026 seront les gens qu'il aura choisis. D'une manière ou d'une autre, ça va être une assemblée totalement monocolore. Même si ce n'est pas monocolore, qui va avoir même, on va choisir quelques personnes peut-être de l'opposition, de parti d'opposition, ça va être des gens que lui veut. Et avant qu'il ne parte, il va réviser la Constitution. Et il révise. Si ça lui permet de rester, il va rester. C'est ça, c'est son vœu le plus ardent. Il va rester. Donc, il a échoué. Et ça a été la même chose en 2017-2018. Il n'a pas pu. En 2019, il a créé une assemblée monocolore où il a nommé les gens dans le sang pour réviser la Constitution. En 2026, avec les dates que je viens de vous donner là, il va trier lui-même ceux qui vont être maires. Il va trier lui-même ceux qui vont être députés. Et dès février, quand ils seront tous installés, il va introduire encore sa révision. Il va réviser avant de partir.
en 2026. Et si ça lui permet d'être candidat, il sera candidat. C'est pour cela que l'on soit de la mouvance, que l'on soit de l'opposition, pour peu qu'on ait vraiment un sens patriotique, qu'on fasse les choses dans les normes, comme cela se doit. Vous allez me dire que donc tout c'est, vous savez, Olo, le professeur Olo, était à la conférence nationale. Le professeur, le maître Robert Dossou, était à la conférence nationale. Ils sont les géniteurs de la Constitution. Qui connaît mieux la Constitution de 90 que ceux-là? Et ceux-là ont fait des reproches. Et c'est des gens qui étaient à 10 000 km de ce qui s'était passé, qui ne savent même pas de quoi on parle. C'est eux qui vont dire aujourd'hui que c'est conforme. Et des gens ont émis des réserves, ou qui est tellement visible comme ça, ou là, dans la même loi, l'article 21 dit quelque chose que c'est pas le plan national. Après, on vient dire non, au plan départemental, au plan de constitution, on va faire ceci, on va faire cela. Et on a fait un truc indigeste. Et voilà, même quand vous lisez même la décision même de la Cour, on fait des jonglages, on fait des acrobaties intellectuelles, des contorsions juridiques pour pouvoir valider tout ce qu'on veut valider. C'est pas honteux ça? C'est pas honteux quand on fait une question nationale. Après, on dit département. Ouais, mais ça fait. On dit oui, la loi avait dit, l'autre code avait dit qu'il ne doit pas avoir non, de, comment vous appelez ça, ce qu'on faisait pour se mettre ensemble et aller aux élections là. Et Des alliances de partis. des alliances, que c'est interdit. Mais que ici, cette fois-ci maintenant, que ce n'est pas des alliances, les gens sont d'abord allés aux élections et c'est après qu'ils ont mis le vote là. Quelle est la finalité? La finalité, on va aux alliances parce que chacun se dit, je ne suis pas fort partout. On se met ensemble pour être fort. C'est ça les alliances. Maintenant, là, cette fois-ci, maintenant, où on va même séparément. Et après, nous allons ramener nos produits ensemble. C'est un peu comme si nous sommes commerçants. Là, on dit, nous allons mettre notre capital ensemble pour faire le commerce. On dit, non, non, toi, tu fais commerce, mais après, nous allons remettre encore les chiffres d'affaires ensemble. Mais qui veut-on tromper? Et il y a des juristes qui ont trouvé ça et ont pu justifier. Et le drame, regardez, vous avez bien vu? Seigneur Jésus-Christ. À moi. Et voilà, il y a un Luigi, quoi. Mais il m'a donné, pour cette décision de la Cour, c'est le président qui est en même temps rapporteur. Ça ne vous dit pas quelque chose? Moi, j'avais eu cette information bien avant. Que quand le président Talon a rencontré les membres de la Cour constitutionnelle, au départ, le président de la Cour constitutionnelle n'était pas tellement d'accord. Il dit, ah, nous fait tout pour dire oui, que ce que je veux là, c'est qui est bon. Au pire des cas, soit le rapporteur. Et effectivement, le président, c'est le président, il est rapporteur. Ça veut tout dire. Bref, c'est triste. Donc, moi, je vous dis, M. Jossou, je vous confirme que ce code est un code totalement d'exclusion. Et la situation de 2026 sera pire que ce que nous avons connu en 2019. Parce que cette fois-ci, c'est 3 élections. C'est des élections, c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin qu'on veut faire en une seule année 3 élections. Et un seul individu va se permettre de tout contrôler de bout en bout. D'abord, déjà, les conseillers locaux qui étaient là depuis des années, on a trouvé qu'on va se baser sur les élections communales de 2020. Seigneur Jésus-Christ. De 2020 pour nommer maintenant les chefs de village. Alors qu'on sait très bien que les élections de 2020, c'était des élections exclusives où tous les partis n'y étaient pas. Même les partis qui y étaient. C'était comment? C'était des nominations. Ce n'était pas une élection. Mais on va se baser sur ça pour nommer les chefs de village. Parce qu'on veut tout contrôler. Sans compter même encore, il y a des sujets qu'on n'évoque pas souvent. Vous voyez, il y avait eu 2 500 000 actes de naissance qui avaient été délivrés en 2015, je pense. Et je l'avais déjà, 2015, non, pas 2015, j'étais encore au Bénin. Donc en 2017, 2015, oui, 2015 et 2016. Et je l'avais déjà dénoncé. On ne sait même pas à qui on a donné ces actes de naissance. 2 500 000. Ce qui était des poches de fraude. Aujourd'hui, maintenant, on a demandé à ceux qui ont des téléphones au Bénin d'aller s'inscrire. Ce n'est pas les sociétés de GSM. Ce n'est pas les sociétés de GSM qui ont voulu faire ce qu'on fait là. On dit, bon, vous venez. Avant, on a commencé à faire. Après, on demande de venir même déposer leurs empreintes. C'est encore des poches de fraude. Tous les téléphones où les gens vont déposer leurs empreintes. Parce que ce ne sont pas les sociétés de GSM. C'est le gouvernement qui leur a demandé de faire ça. Pour quel but? On va dire pour contrôler les empreintes, cette histoire, oui. Vous savez encore que UPO sont en train de se balader dans le pays. Où on demande aux gens d'aller s'inscrire, d'aller faire ci, d'aller ça. Donc, c'est dit, mais ça va leur porter malheur. Ce n'est pas une malédiction qu'ils prennent sur eux. La belous sont quoi? On ne fait pas comme ça. Ça m'a plu, tout le monde, c'est-à-dire on fait tout, on passe par tous les moyens
pour dire on est fort, que vous n'êtes pas fort. Vous n'avez rien gagné. Là, on veut tout voler. On veut tout... Pourquoi? Ils vont passer comme le temps sur la tête. Bref, retenez, monsieur Jossou, et que tous vos internautes retiennent que la loi, le code là, c'est un code d'exclusion qui va faire plus de malheur que ce qui s'est passé en 2009. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous ceux qui ont la foi de commencer à prier Dieu. C'est vrai, et certains vont me dire non, la prière, vous la comptez ça tout le temps. Moi, c'est la foi que j'ai. Et je salue même, m'excuser. Et il y a un forum qui s'appelle Tonokou qui a organisé même des séances de prière aujourd'hui que les gens ne peuvent pas prier. Parce que c'est ça aussi que les gens ne conçoivent pas. On a vendu notre pays à des esprits maléfiques. Patrice Talon a fait tellement d'alliances diaboliques avant même son arrivée. Je l'avais dit, les gens n'ont pas compris. Et j'ai dit, les 45 jours de 2021, là, que c'est pour une déprogrammation. Parce qu'il a pris l'engagement devant les esprits, dans l'invisible, qui va faire un mandat, il va partir. Il a dit, il a sorti ça de sa bouche. La parole est sacrée. Mais, parce qu'il n'a pas voulu partir, il a fait ça fait de 45 jours. Maintenant, il est là, il est en train de faire encore. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Vodondé, là, où il se mettait à genoux, au cou Victor, a fait tout ça, là. Quelqu'un qui est si orgueilleux, arrogant, comme ça, là, vous pensez, lui, il va se mettre à genoux à des Vaudons. Ça ne vous dit pas quelque chose? Et après, on fait des statues, on enterre des choses dessus, on fait tout pour lier le. Je prends autorité au nom de Jésus et je détruis tout. Il faut que les gens commencent à prier pour détruire tous ces trucs qu'on a fait dans le pays. Et ça, c'est pour que le sang soit encore bu. Vous avez vu, depuis que vous êtes né là, depuis que les coups là, même quand il y a des décès, on observe une minute de silence. Et il y a eu cet accident de Dassa, où il y a des dizaines. Et ce n'est pas des gens, hein, encore que les vies se valent, là, tout le monde est humain devant Dieu. On n'a pas fait une minute de silence. On n'a pas mis le drapeau en mer. Et tout à Vamé, à son arrivée, on n'a pas fait ça. À Sémébé, à Krakéou, avec cette affaire d'essence-là, on n'a pas fait ça. Ça, c'est des gens qui ont fait des alliances où si jamais ils disent que ce n'est pas bon, ça va les prendre eux-mêmes. Même à l'Assemblée nationale, difficilement, ils vont finir par se lever un jour, là, parce que le patron n'a pas dit. C'est triste, c'est dommage. Donc, si nous ne prenons pas, donc je dis aux gens, il faut que les gens se mobilisent. Et les ONG ont bien dit, maintenant, l'action, on a assez bavardé. Ce n'est plus une question de faire des conférences, non. Et ce n'est pas une question de dire, nous allons gagner, nous allons gagner. Vous allez gagner par quel moyen? On a vu, on a été aux élections en 2020, quoi, en 2023. Tout le monde sait que les LD ont eu plus que ça. On l'a donné qu'on l'a donné. Maintenant, vous avez fait des recours. Tout ce qui est Ghana comme ça, là, la Cour dit que tout est bon. Et c'est cette Sénat-là, cette Sénat comment il s'appelle là, le président de Sakala, Sakala Afia, qui sait que pendant qu'on est encore en train de faire des recours devant la Cour constitutionnelle, dit que les fiches sont déjà caduques. C'est ce même Sakala Afia qui est président. Et vous n'avez même pas une seule personne à la Sénat, pas un seul membre de l'opposition à la Sénat. Et c'est cette Sénat qui va décompter, qui va dire, vous avez atteint le seuil de 10, de 15, de 20%. Et vous croyez à ça? Et c'est cette cour de Sosa où moi je pensais qu'il allait se racheter. Il allait faire même, comment vous appelez ça, faire une, comment on dit déjà, pour avoir contribué à la loi, à la Constitution de 2019, comme on lui en voulait, je lui avais déjà dit là, qu'il allait même avoir une certaine, le mot m'échappe là, pour se racheter. Il a fait ça. Et c'est cette cour encore qui va proclamer les résultats des élections législatives, les résultats des élections présidentielles. Il faut que le peuple revendique comment vous appelez ça, sa souveraineté. On a beau donner l'exemple de Sénégal, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, vous savez très bien comment nos militaires fonctionnent, comment nos policiers fonctionnent. Yaya se balade déjà dans le nord à Kani, il a créé une force spéciale, il va voir les gens là-bas pour les menacer. Et vous avez vu, on s'est précipité même pour nommer encore des généraux. Voilà encore des problèmes. Des généraux, des gens ont été nommés il n'y a pas 2 ans. À moins de 2 ans, des généraux ont eu encore de garants. Ça vous dirait tout ça là. Et dans le même temps, les primes qu'il avait là, on a augmenté encore les primes à des millions. Parce qu'on a train de leur donner assez de tonus pour qu'ils continuent à tuer, à briser. Je voudrais revenir quand même sur un aspect que vous avez évoqué tantôt. On avait dit que le dépôt des candidatures, c'est en octobre, pour la présidentielle, bien sûr, c'est en octobre 2025. Oui. Et vous avez dit aussi que si éventuellement Patrice Talon a la majorité, pas les élections
législatives et puis peut-être communales en début d'année 2026, il pourrait réviser la Constitution avant de partir. Mais vu que le dépôt, les candidatures pour la présidentielle, les candidatures ont été déjà déposées, est-ce que il est possible qu'il devienne encore candidat? Parce que vous avez dit, il est possible que s'il le souhaite, il pourrait être encore candidat si la révision passait en début 2026. Non. Et l'élection présidentielle a lieu en avril. Avril, oui. D'accord? Donc, pour les élections de 2026, il ne pourra pas être candidat. OK. Ouais, c'est ça, je voulais qu'on Voilà, il ne soit. pourra pas être candidat, non. Mais étant donné qu'il peut réviser, il va partir, il peut revenir. Il peut revenir. Et il y a tellement de choses. Vous avez parlé de cette affaire même de la Constitution de 2019, où on dit que le président peut destituer le vice-président. Et lorsque le président détient le vice-président, c'est lui qui nomme le vice-président. Ce n'est plus une élection. Et celui qui est vice-président peut devenir président, tout ça. Il y a tellement de choses. Il peut tout le monde. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut s'arranger. On peut même demander au président qui est là de démissionner. Il peut créer un incident pour dire, bon, il y a ci, après, on reprend les élections. Il y a tout. Mais, vous savez, la Bible dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Ils n'ont qu'à commencer à penser bien pour le pays. Mais tout le temps, quand ils vont penser qu'à eux, qu'à eux, qu'à eux, je pense que ce n'est pas bien quand même. OK, nous allons fermer la page purement politique et aborder un autre aspect qui était prévu pour cette émission. On a vu tout au long de l'année, on va dire l'année passée, des incidents entre les producteurs et les forces de l'ordre dans la gestion de certaines filières, par exemple la filière soja et puis la filière coton. On a vu même des routes qui étaient barrées pour empêcher les producteurs d'aller vendre leur production à l'extérieur. Monsieur Galantin, vous avez été aussi membre du gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est un problème de communication entre les producteurs et le gouvernement? Ce problème qui fait que aujourd'hui, il y a des grincements de dents au niveau des producteurs. Merci, monsieur Jossou. Non seulement j'ai été membre du gouvernement, mais je suis également un paysan. Je suis fils de paysan, je suis un paysan. Et vous savez, pour la plupart d'entre nous qui avions évolué un peu au village avant de venir à Cotonou, nous savons ce qu'on appelle les travaux champêtres. Nous connaissons la pénibilité des travaux champêtres. Et c'est en cela que moi, j'ai honte. Parce que ce que je dis là, ce n'est pas que je suis en train non, de prêcher pour qu'il y ait division dans le pays. Non, le Bénin est un et indivisible. Mais qu'on veuille ou non, l'impression qu'on donne aujourd'hui, c'est comme si le Sud est en train de persécuter le Nord. Parce que ceux qui sont les grands producteurs, que ce soit du coton, que ce soit du soja, que ce soit des noix d'anakan, c'est à partir des collines jusqu'au Nord. Et quand je vois tous ces grands qui sont du Nord, les ABT, et comment ils s'appellent, les Sakalafia, le général Briand, et les Kassa Barthélemy, tout ce monde-là, aux côtés de ce que je perds contre leurs frères. Ça dit ça je me demande, mais c'est l'amour de l'argent, bien l'amour d'honneur qui peut amener l'homme à ce point. Alors, en notre temps, moi, je n'ai jamais entendu ça. Jamais, 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 jamais entendu ça. Que d'abord, il y a des produits où l'État, effectivement, annonce la saison, lance la saison, dit, bon, telle saison, ça commence tout ça là. Mais vous savez très bien, il y avait des opérateurs étrangers, des Indiens, des Indo-Pakistanais qui étaient au Bénin, qui faisaient leurs affaires. Donc, les gens vendaient librement leur production, à part le coton. Le coton, bon, c'était lui talon qui achetait tout. D'accord? Mais l'État avait encadré un peu. Mais il est venu, il a compris que les gens commençaient pas à abandonner la production du coton parce qu'il lui a créé tellement d'ennuis ou l'engrais. Vous voyez, le prix commence à flamber parce que c'est lui qui vend les engrais. On augmente, on augmente. Après, on m'avait dit, oui, c'est parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a la production ci, la production ça, tout ça. Là. Encore que tu as des sociétés pour lesquelles tu ne payes même pas d'impôts. Et c'est toi qui pressure, qui pressure le peu. Alors, donc, il y a constaté ça, les gens ont dit, mais nous produisons le coton, nous sommes obligés d'aller vendre encore nos bétails, d'aller vendre nos chèvres, nos moutons, tout ça là, nos bœufs, pour pouvoir solder
ce que nous devons. Nous allons commencer par produire le soja. Il n'y avait pas de société qui s'occupait de ça. Hein. Subitement, bam, il se lève, il crée un truc là pour dire, bon, désormais, si vous voulez vendre, vous devez vendre ça. Tout le monde doit vendre ça. Nous sommes dans un système libéral. Nous sommes dans un système libéral. Ça vous dit quelque chose? Et on contraint les producteurs pour dire oui, et c'est pour alimenter la chose, là, comme vous appelez ça, la chaîne de production à l'intérieur, les industries à l'intérieur. L'industrie qu'ils ont créée à Blue là, quelle est sa capacité de consommation? Ils ont pris les sodas chez les gens là. Ils ont pu transformer quelle quantité? C'est pour ça qu'après, on a diminué l'impôt, bien la taxe sur le soja, parce qu'il bon, il doit aller vendre ça à l'étranger, encore que, qui va même contrôler pour savoir qu'il a pu payer quelque chose ou pas dans la caisse de l'État. Alors, donc, c'est une guerre fabriquée. Les gens produisent leurs choses. Si vous voulez en acheter, le marché est libre. Laissez le marché décider le prix. Si vous êtes d'accord, vous achetez. Donc, on empêche. Et pire, on met un comité sur place. Et cette fois-ci, c'était un arrêté présidentiel. Vous voyez jusqu'à quel niveau va le cynisme? C'est le président même qui a pris un arrêté, qui a nommé le général à qui on a enlevé les galons, après maintenant on a ramené encore les galons, là, qui était directeur, le premier directeur de la police républicaine. Là. Euh, Non, non, c'est pas. non, non, non. Le second qui a aussi son nom, il y a on est aussi dedans là. Oui, oui, c'est. Hunukwe. Hunokwe. Hunukwe. Voilà, voilà encore le problème. Pourquoi le président lui avait enlevé les galons? Pourquoi maintenant il remet encore les galons? Ouais, toujours pour qu'on puisse l'aider à réprimer les gens. Donc, Hunokwe, on l'a payé comme chef et pour aller maintenant barrer des routes. L'argent comprend même les pierres qu'on déplace de Cotonou, mais c'est pas où là, pour aller barrer des routes. Et si on subventionnait même cette production-là avec ça, on a mis un comité. Et l'arrêté a été signé par le président de la République. Et on va là, on va creuser tout. Vous avez, en temps normal, lorsque quelqu'un dégrade la voie publique, il est poursuivi. Et c'est l'État même, le chef de l'État même qui met un comité pour aller dégrader les voies. Tu n'en fais même pas suffisamment. Et tu vas dégrader. Et après, on a vu des inondations. Bref, ça amène quoi comme problème? Vous avez vu, il y a des paysans qui ont commencé par se donner la mort. Il y a des paysans qui se sont pendus. Et moi, j'ai vu des scènes horribles où des paysans sont allés, parce qu'ils veulent traverser la frontière pour aller vendre, on les a tabassés, on les a mis à poil, on les a mis nus. Ceux qui disent que j'ai fait de l'intoxication, là, je peux fournir les vidéos. Hein. On les a tabassés, on les a mis nus. Et ouais, diable, les gléetons, boutons, nous étons, mis en droit pour des mis en des mais quand ils ça nous fait du yaou, et on les a tabassés. Alors, on en était là, avec cette histoire, tout ça là. Et puis, bon, on dit, bon, maintenant, et oui, on va diminuer les taux, les taxes et autres là. Ils ont fabriqué un truc comme ça, comme fait semblant. Rien n'a bougé. Puis maintenant, cette fois-ci, on a commencé même pas à aller mettre des cadenas sur les magasins. Mais nous, pouvons quand même. Mais les clients, mais ça quoi dire, bon, tu mets de tout, comme on a tout, ça, pour les empêcher d'aller vendre. Mais c'est quoi ça? Vous voyez? Donc, cette affaire, ça a eu quoi? Là, le Bénin joue sur deux tableaux, sur le coton et sur le porc. Ça fait que la production cotonnière a chuté. Et c'est ça que je vous dis. Ça, tout ne peut pas se faire par la contrainte. C'est pas possible, quoi. Et le président Tano a toujours fonctionné comme ça. Moi, je me rappelais, j'ai été ministre de l'économie maritime. Quand il y avait cette affaire de PVI, où même les douaniers ne voulaient pas, beaucoup ont dit oui, il y avait retiré le droit de grève aux douaniers. Mais c'était pas Yahi, c'était Talon. C'était Talon parce que quand les gens ne voulaient pas, moi, on a échangé, il me dit, on doit les contraindre à accepter. Pour lui, tout doit être contrainte. Tout doit être contrainte. Même les choses là, les transporteurs, en ce moment, par rapport au PVI. Quand moi, j'ai changé avec lui, quand il était venu me voir, je lui ai dit, mais monsieur le Président, parce qu'il était PDG, diminuez un peu les tarifs. Il dit non, on va les contraindre. Et après, les Nigériens commencent pas à partir. Ils sont pas aller vers d'autres ports, de Togo, de Ghana, tout ça là. Et puis, bon, tout ça, je sais, c'est tout ce que nous avons fait comme effet aux côtés du président Yabouni pour ramener encore les gens dans le pont. Bref, c'est pour vous dire que cette affaire avec les paysans, il faut avoir été un peu au champ pour savoir ce que c'est. Ce n'est pas bien, franchement. Parce qu'il faut laisser les gens jouir de leurs fruits. Vous augmentez les taxes. Tout coûte cher. Mais eux aussi, ils ont droit à la vie. Ils se sont déjà donnés sous le soleil, sous la pluie, pour produire. Si le président peut tout acheter, ce n'est pas un problème. Mais il n'a qu'à acheter au juste prix. Moi, c'est tout ce que je lui demande.
Mais cette façon de fonctionner, est-ce qu'ils sont gênés que les gens se donnent la main parce que les gens vont même chercher des crédits dans des institutions de microfinance pour acheter les engrais chers, les engrais qui étaient même à 14, mais qui sont maintenant à 20 000, 25 000, je ne sais pas combien. Et vous leur demandez de vendre à un prix que vous fixez vous-même. Et avec ce prix, quand ils font leur compte d'exploitation, ils sont à paix. Mais c'est quand même, arrêtons quoi. Lui, parti salon là, il ne regarde pas de bénéfices sur le coton, alors que ce n'est pas lui qui a produit. Lui, il est seulement à la fin de la chaîne, il tire des milliards. Et ces paysans ont dit, mais augmentez-nous le prix, on dit non. D'abord, pourquoi il va me fixer le prix? Pourquoi ce n'est pas le marché qui va fixer le prix? Nous sommes à côté de Lomé, du Togo. Le Togo vend à un autre prix. On contraint les gens à vendre à l'intérieur. Et on compte à dire, vous devez vendre ça encore à tel prix. Et ouais, les clients. Franchement, M. Joshua et moi, si vous avez des amis parmi vous, il faut leur donner des conseils, quoi. Et non, pas que pour moi, on ne cherche pas l'argent de cette façon-là. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Donc, c'est ça qui a amené les problèmes que vous avez, que vous voyez là, avec les paysans. On leur barre la route, on les prend, on les tape, on ferme les magasins, on met des cadenas, on les amène même au commissariat. Et il y a aussi des policiers, fils de paysans, qui se donnent ce vilain luxe de tabasser les parents. Maintenant, quand nous le Vous l'avez évoqué rapidement. Est-ce que vous comprenez quand même la nécessité de développer le tissu industriel interne? Est-ce que ce n'est pas cette volonté-là qui amène toutes ces réformes dans le secteur agricole pour que d'abord les matières premières soient d'abord valorisées à l'intérieur du pays avant que si on a un excédent, que ça soit vendu? Je suis totalement d'accord qu'il faudrait que nous puissions développer l'industrie chez nous. Ça, c'est à saluer, naturellement. Si je dis le contraire, je n'aurais pas été sérieux. C'est à saluer. Mais est-ce que c'est cette manière qu'il faut faire? Vous avez, lui, il cherche de l'argent. Tout ce que vous avez à Glo, là, c'est pour talent. Ne nous trompons pas. Bon, merci pour lui. Parce que si elle peut prendre une partie de notre argent pour faire des choses pour lui-même, que ça peut rester dans le pays, donner du travail, tant mieux. Donc, on a effectivement le besoin d'industrialisation. Mais lorsque tu veux faire ton business, ton affaire, tu as créé une entreprise, tu ne veux pas quand même escroquer les autres pour faire beaucoup de bénéfices. Ici, on sait qu'en Occident, il y a beaucoup d'emplois, tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'industries. Et ces industries ont besoin donc des matières premières. Vous avez vu récemment les grèves là, en France, en Belgique, où les paysans. Donc, les paysans, parce que même eux, les problèmes, là, c'est même pas qu'il y a l'État qui se donne ce privilège d'acheter tout au prix voulu même. Hein. Mais avec les grandes surfaces, tout ça là. Vous voyez comment ils font du bruit? Qui peut faire ça au Bénin? Parce qu'il n'y a même plus de grève. Les gens ne peuvent même pas sortir. Donc, c'est bien qu'on veuille que l'industrie locale puisse avoir de la matière première. C'est une très, très belle idée. Mais acheter au prix du marché, c'est ça le vrai problème. Donc, personne n'est contre qu'on ait voulu qu'on satisfasse d'abord l'industrie locale avant de pouvoir faire l'exportation. Mais ce n'est pas en disant aux gens, c'est moi qui dois fixer le prix auquel. Mais c'est moi qui ai produit. C'est moi qui connais les inputs, c'est-à-dire les différentes charges que j'ai supportées pour la production, les labours, les semis, les ceci, les cela. Et je dois avoir une marge. On ne peut pas m'imposer ça, ce n'est pas possible. On est plus, c'est pas la période révolutionnaire, de socialisme, coopératif, des histoires là, non. J'ai produit ma chose et vous me dites, vous ne savez même pas qu'est-ce que j'ai dépensé pour produire un hectare. Admettons, j'ai dépensé 100 000 pour faire un hectare de soja. Et le prix que vous me proposez, je vais vendre ça à 60 000 francs. C'est la folie. Comment je vais m'occuper de mes enfants? Mes enfants, ils vont à l'école. Je dois même nourrir. Même si je fais seul, je dois même quand même renouveler mes cellules. C'est ça le vrai problème, M. Jossou. Donc, industrie locale, parfait, très bien. Il faut que, effectivement, les marchandises, et c'est le discours qui tient. Et quand on dit, ça, c'est un discours très bien élaboré, effectivement, c'est normal. Personne n'a dit le contraire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut maintenant rendre nos paysans des esclaves qui ne peuvent pas jouir de leur travail. C'est ça le débat. Merci beaucoup. Avant de partager avec vous quelques commentaires des internautes, je voulais profiter de votre présence avec nous parce que ces derniers temps, on a vu sur les réseaux sociaux certains de nos compatriotes qui ont été expropriés dans la zone de Tobin.
On a vu des drames, on peut appeler ça comme ça, c'est pas pour des gens où des maisons ont été détruites, c'est des gens qui se plaignent, qui n'ont pas été dédommagés à juste prix. Vous, avec quel regard vous avez regardé? Je suis sûr que vous avez vu ça aussi dans les réseaux sociaux. Comment vous appréciez cette situation de nos compatriotes? Certains ont dit même qu'ils ont des titres fonciers de leur parcelle ou bien de leur domaine. Monsieur Jossou, je vous avoue, quand j'ai écouté certains compatriotes, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir. Et puis, vous savez, cette affaire de dogmen, des pêches, tout ça là. J'ai été ministre de la Culture. J'ai fait prendre plusieurs fois des arrêtés pour préserver cette histoire de route des pêches, tout ça là. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Et le drame, on dit expropriation pour cause d'utilité publique. Nous savons tous ce que ça veut dire. C'est pas qu'on veut ériger des hôpitaux, on veut faire partie des routes, tout ça là. On détruit ces immeubles et on transforme ça en terrain vide qu'on veut revendre. Et on dit que c'est pour faire une promotion immobilière, mais comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous imaginez que des gens soient là. D'abord, ils avaient déjà vendu une fois, hein, parce qu'ils ont créé une structure là qui a vendu. Les gens avaient déjà acheté ça une fois. On a d'abord exproprié les gens ont acheté, on vient encore reprendre. Mais si c'est que vous voulez faire un aménagement foncier, les gens disent, nous sommes même prêts à nous adapter au plan que vous voulez faire. Il vous êtes plat, vous êtes mayaya. Il faut être vraiment diable pour faire ça, quoi. Vous excusez. Il faut être vraiment une incarnation du diable même pour faire ce que j'ai vu là. Et des béninois supportent ça. Moi, on a boulot, bon, quand on a des sous-béton. Alors, pas dire, moi, on a un béton, alors, pas quand on dit. C'est pas possible. Et puis, moi, quand je vois, j'ai même vu des gens qui sont venus de l'extérieur. Moi, je ne suis pas avec vous ici, mais on m'a contraint à rester un peu avec vous. Je vois les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Affronter l'hiver pour aller travailler. Il y a un vieux qui dit qu'il a déjà 70 ans, mais 14 ans, un truc comme ça, qui est resté 54 ans à l'étranger, 52 ans à l'étranger, et qui dit, je vais faire quelque chose dans mon pays pour aller rester pendant mes vieux jours. Il a fait un joli truc que j'ai vu. On a tout bousillé. On a transformé ça en poudre. J'ai vu un autre qui serait, comment on appelle ça, un gars de droit, un huissier. C'est de justice, oui. Voilà, qui est monté sur le toit. Ouais, Dieu merci. Si celui-là sautait de là-bas et tombait, allez, on tant pis pour lui. Alors que ici, quand il y a un seul décès, même dans une école, tu vas voir comment l'État, la vie n'est plus sacrée. Et on n'a pas indemnisé, on a menti pour dire qu'on a viré de l'argent sur le compte. Moi, j'ai écouté des gens qui ont dit, mais qu'ils disent qu'ils n'ont qu'à faire la liste avec les comptes sur lesquels ils ont viré l'argent. Est-ce qu'un État, on peut vivre dans un État comme ça? Un État qui est tout le temps dans le mensonge. Et on promet les mots ta vie. Et on arrache les choses de force. Moi, honnêtement, je suis horrifié, quoi. Franchement, ça dit, ce que nous faisons là. Vous savez, en 2017, un an après l'avènement du président Talon, j'ai fait une émission sur une chaîne au Bénin qu'on appelle les AE TV, où j'ai dit, le président Talon est en train de poser des actes que nous allons mettre 50 ans à régler. Mais cette fois-ci, je vais même à 100 ans. Il a des contentieux, il pose des actes, des contentieux, ou même au bout de 50 ans, 100 ans, on n'aurait pas fini. Parce que la Constitution dit, on peut exproprier, d'accord. Encore que ceux qui sont en train de faire la tête du vol, c'est pas quelle expropriation. Vous voulez exproprier les parties des gens pas pour d'utilité publique. Et vous voulez revendre ça encore. Et on le fait, et ils n'ont même pas été. On peut indemniser, mais après, préalable, il y a des qu'on a. Et dans tout ce qu'on vous n'avez pas payé les gens, vous n'avez pas indemnisé les gens. Vous leur arrachez ça de force. Parce qu'on a l'armée, parce qu'on a la police. Et le monsieur qui était monté, le maître qui était monté là, on a amené plein de gens, les policiers, les tout ça là-bas. Et de dire, vous dites qu'ils sont légalistes, qu'ils sont au service de l'État, tout ça là. C'est bien ça. Et celui maintenant, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ce vieux-là, qui a plus de 70 ans, il lui reste combien de temps encore à passer sur la terre? Et je rends même grâce à Dieu pour sa vie. Il aurait pu même faire une crise cardiaque. Il va mourir en même temps. Et ils sont nombreux dans ces conditions. Est-ce que c'est bien ça? Et il s'est fait que des gens qui sont du pouvoir aujourd'hui, des gens que nous avons vus hier, je ne veux pas appeler des noms, mais ils se connaissent. Aujourd'hui, on est passé dans cette alors qu'il n'avait même pas acheté de parcelle à Calabi, dans la pousse où moi je suis. Hier. Mais aujourd'hui, ils ont pu avoir des parcelles dans ces zones-là. Ils ont construit. Et c'est comme ça, on arrache.
Vous savez, c'est ce que je dis là, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, c'est des actes qui sont proscrits. Hein. Ce que vous arrachez de force comme ça, là, d'une manière ou d'une autre, vous allez rembourser. D'abord, c'est même dans la nature, même le matin, si c'est noir. Là, dans les sont quoi. Ça dit, c'est tellement horrible que les gens aient pu vivre à l'étranger, où ils peuvent avoir des biens, mais qu'arriver chez eux-mêmes, ils n'ont plus ce droit-là. Et des Béninois, des cadres béninois soutiennent ça. Ok, je vais partager rapidement avec vous quelques commentaires. On n'aura pas le temps de lire tous les commentaires parce que je vais remonter jusqu'au début pour partager avec vous tout au moins les noms de ceux qui ont laissé des commentaires ici. Ça va être rapide. Ulrich Sodansou, ok, c'est juste pour vous dire bonjour. Ok, je vais aller rapidement. Donc, Monsieur François de Paul Tognon, ok, lui dit, il fait juste là, nous sommes, Monsieur Honorable, nous sommes presque au bout du tunnel. Donc, il est par rapport à la situation du pays. Monsieur Alphonse Coublenou, honorable ministre Diamantin, vous êtes une fierté pour le peuple béninois. Nous avons reçu votre prière. Donc, je survole rapidement. Hein. Merci, monsieur Fofo Coublenou. Oui, ok. Donc, c'est juste un message d'encouragement qu'il envoie. Merci à lui. Madame Amisetou Afo-Diobo, ok. Bon courage, monsieur le ministre. Donc, merci, président. Merci. Et monsieur Massoud, je prends le temps de lire quand même parce que l'émission aussi, c'est la participation des internautes. Non, il n'y a pas de problème. Oui, donc, monsieur Massoud. Même s'il y a des gens qui vont insulter pour lire ça, ce n'est pas un problème. Okay. Monsieur Massoud Bagoudou, lui dit union de prière pour que l'erreur de 2016 ne nous conduise pas à une destination incertaine, hasardeuse, voire catastrophique. Amen. Donc, oui. Monsieur Thomas Tosso, calmez-vous, honorable. Ils seront étonnés d'être surpris. Amen. Ok, on continue. Juste, je descends rapidement. Ok, mais quelqu'un qui me demandait plutôt est-ce que les internautes pouvaient intervenir directement dans l'émission. D'ailleurs, ce n'était pas prévu que la personne pouvait laisser sa question directement ici. Je vais relayer. Donc, c'est autre chose. Monsieur Patient Soglo, bonjour Monsieur le ministre, j'espère que vous allez bien, le bon Dieu soit toujours à vos côtés. J'ai une question pour vous, comment vous voyez l'accord entre les démocrates et les FCBE par rapport au nouveau code? Je vais vous laisser répondre à ça, et puis, mais de façon ramassée. Non, en fait, là, je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça, parce que je ne suis pas responsable du parti, donc je ne sais pas les clauses. Donc, je ne peux pas me prononcer. Donc, on va continuer. Juste, Francis Seco. Ok, qu'est-ce qu'il dit, Francis Seco? Donc, lui, il ne partage pas vos points de vue. Il ne partage pas vos points de vue aussi. Merci à lui également. C'est aussi la démocratie. Exactement, chacun a droit à ses points de vue. Donc, ok, Monsieur Abdelwassi Alao, il dit, apparemment, vous voulez gérer le Bénin par les superstitions. Ok, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. Non, vous le laissez. Lui, il croit qu'il est au Canada, mais aux États-Unis. Là où il est là-bas, là, c'est comme ça. Il n'a qu'à venir vivre au Bénin. Voilà ce qu'on dit. Les gens qui sont à l'étranger, qui vivent dans des pays de droit, de loi, et qui voient que ce qu'on fait là. Voilà, je profite là pour vous dire quelque chose. Il y avait une dame là, qui insultait tout le monde sur les réseaux sociaux. J'ai oublié son nom. Pinocho, bien Pinocchio, un truc comme ça. Là. Ah, Pinodo. Voilà. Jocelyne Pinodo, oui. Très bien. Et même au moment où on a tué les gens au Bénin, elle voit que c'était bien. Il a fallu simplement qu'avec les casques là, on ait cassé seulement la devanture de la boutique de sa soeur. Et j'ai vu comment elle s'est enragée sur la toile. Pour dire jamais, un support talon, comment on peut faire ci, on peut faire ça. On a seulement cassé un tout petit, mais au moment où on brisait tout, vous allez dans la ville là, Nema Djemetia, tous ceux qui au départ, quand on a commencé à crier par rapport à ce régime, les gens qui applaudissaient, il y en a aussi qui sont allés en prison, non? Il y en a aussi qui sont venus dans les villes, non?
Il y en a aujourd'hui qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des parents. Non. Les gens ne savent pas de quoi on parle. Jossou, aujourd'hui au Bénin, les gens vous appellent la nuit pour vous demander 1000 francs. C'est-à-dire, on n'est pas, nous ne faisons pas de l'incantation. Et moi, je lui dis, ceux qui parlent là, si quelqu'un devait être plus proche de Talon, parmi les collaborateurs de Yahi, ils n'ont qu'à aller poser la question à Talon. Je suis celui que Talon allait même prendre le premier. Je pense que Talon n'a pas la possibilité là. Donc, ce n'est pas une question d'intérêt privé. Moi, je ne fais pas une lutte d'intérêt privé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et ce qu'on dit là, nous réunions militaires, tout le monde sait ce qui est bien dans le pays. Mais des gens qui, pour de petits trucs, tout ça là, on tue des gens. Et vous voyez que c'est normal. Regardez cette affaire de Tom là. Pour quelqu'un qui est, vous m'excusez quoi, quelqu'un qui est normal, peut accepter ça là. On veut faire quoi là? Vous avez dit expropriation pour cause du public. Vous n'avez pas indemnisé les gens. Est-ce que vous voulez faire, vous avez pris les parties que vous voulez revendre en plus? Et il y a des Béninois qui vivent même à l'étranger, dans des pays de loi, de droit, où la vie est sacrée. Moi, dans ce pays, j'ai vu, on a tué même un élève dans une école, le président s'est déplacé. Mais dans mon pays, on tue des dizaines de personnes, c'est l'État même qui tue les gens. Et des Béninois, on dit oui, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Ben, la soif, on met le coup. C'est pas sérieux, quoi. C'est quoi ça? Oui, donc, nous allons finir cette émission avec l'actualité sous-régionale, si je peux m'exprimer comme ça. En juillet passé, on a assisté à un coup d'État au Niger. Et suite à ce coup d'État, les pays de la CEDEAO ont fermé les frontières, notamment il y a la frontière Bénin-Niger qui a été fermée pratiquement 8 mois. Je crois que le 8 février dernier, la CEDEAO a levé cette mesure. De façon globale, comment vous avez apprécié cette décision de la CEDEAO? Est-ce qu'elle était justifiée de fermer les frontières? Et aujourd'hui, avec les conséquences, parce qu'on a vu des milliers de camions qui étaient bloqués à la frontière avec peut-être des denrées périssables, est-ce qu'il y a quelque chose à faire vis-à-vis de ces opérateurs économiques qui ont perdu de l'argent? Merci, M. Jossou. Ouais, quand vous avez dit peut-être, c'est pas peut-être, vous avez bien dit, il y a des denrées périssables, il y avait des médicaments. Et voilà ce que nous disons. Moi, j'ai dit au président Talon en 2016, décembre 2016, aux côtés du président Oumboyi, et je le répète, il a dit toi, je le répète, pour dire, nous là, nous sommes ces vrais conseillers. Pas parce que moi, je ne parle pas. Ouais, contrairement à ce que les gens. Dans le vieux temps, sous tout ça, les opposants qui sont virulents là, c'est des gens qui veulent un pouce. Moi, je lui ai dit, je ne veux aucun pouce. J'ai été ministre, j'ai été député, j'ai été DG. Ça ne veut pas dire que si je suis ministre, non, mais je ne vais pas être accepté, mais je ne veux pas vendre ma liberté, je ne veux pas vendre mon honneur, ma dignité pour aller prendre un poste. Donc, ceux qui m'attaquent, c'est pour ça que je ne me dis plus rien. Ceux qui m'attaquent, j'ai compris que c'est des gens, on leur donne quelques petits sous et ils viennent nous raconter leur vie parce que je suis en harmonie avec ma conscience. Cette affaire du Niger, dès le début, voyez, voilà encore ce qu'on dit. Il y a eu un coup d'État, un jour J, jour J plus 1. Le jour J plus 1, le président de mon pays saute dans un avion, il va au Nigeria. Donc, ça veut dire que nous, était au tournoi. On ne sait même pas encore, on ne sait pas réellement. C'est pas parce que lui, il a des intérêts privés là-bas. Il a créé des sociétés, il est dans des trucs là. L'autre a appelé pour dire, ah, président, ils m'ont fait coup d'État. Hein. Bah, il se lève, il va au Nigeria. On va utiliser tous les moyens. On va utiliser tous les moyens. Vous ne savez même pas, c'est-à-dire, on ne prend même pas le temps d'écouter, un chef d'État n'est pas émotif. Parce qu'on a un intérêt, simplement, c'est sûr. Voilà, on est parti. Je fais partie des toutes premières personnes. J'ai réalisé une émission qui a été suffisamment suivie, écoutée, c'est des milliers de personnes, où j'ai même donné des conseils. Mais je serai à la place du président, que j'allais prendre le lead, même s'il n'est pas le président de la CEDEAO, il va prendre le lead, compte tenu de nos liens avec le Niger. Mais j'ai été ministre de l'économie maritime, M. Jossou. Le port de Cotonou, là, vous enlevez le Sahel, autant fermer le port. C'est pratiquement 70% du trafic qui arrive là. C'est le Niger, c'est le Burkina, c'est le Mali, même une partie du Tchad. Et les histoires de véhicules d'occasion. J'ai même suivi quelqu'un tout à l'heure sur un truc de WhatsApp là, à Boycon, qui se plaignait, pour dire qu'aujourd'hui maintenant, il n'a plus de travail à Boycon. Parce que c'est ceux-là qui passaient, les camionneurs là, qui même à partir de Serpoy. Et c'est vrai, vous savez, quand c'est Serpoy, on s'arrête pour acheter à manger, tout ça là. Donc le long, même quand nous étions enfants, il y avait les pipans là, il y a des gars où on s'arrêtait. Bref, donc le commerce est brisé. J'ai proposé à mon président, Patrice Talon, de prendre le lead. Et là, il va être acclamé. Et ça va être de bonheur. On n'a jamais eu de problème. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu l'OCBN. C'est un truc qui date de 1900. Mais on a brisé tout ça. On dit oui, on se met derrière la CEDEAO.
C'est la CEDEAO qui a demandé d'aller au Nigeria au lendemain du coup d'État. Ce n'est pas lui-même qui est parti. Et on lui a demandé d'aller là-bas, il n'est pas allé là-bas. Donc, après, ils sont retrouvés encore là-bas avec le président sénégalais. Le président sénégalais a parlé. Après, il veut parler. Le président sénégalais veut l'abandonner. Ah non, non, viens, reste avec moi. Et au lieu de mettre de l'eau dans son bain, il a encore empiré la situation. Après, ils ont dit qu'ils ont chassé l'air. Ils n'ont pas pu. Bref, ces gens, on ne peut pas, les sanctions dans les sanctions de la CEDEAO, on ne peut pas empêcher, fermer la frontière pour empêcher les gens d'avoir droit. Parce que le problème, c'est quoi? Ce sont les pays de l'interlangue. Et c'est toute une littérature au plan donc, du droit. C'est-à-dire, il y a des parties, ces pays-là ont des parties qui ont des droits reconnus par les Nations Unies. C'est-à-dire, tous les pays qui ont une façade maritime, ils doivent, et quand vous lisez même comment vous appelez ça, la convention entre le Bénin et le Niger, ils ont les mêmes droits que le Bénin sur notre port. Mais de façon unilatérale, on a pris la décision de la fermer. Et des gens sont morts. C'est ça que vous ne savez pas, monsieur Diossou. Moi, j'ai des amis au Bénin, des milliers de personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas eu de médicaments. Même la faim. Parce que, à part le port de Cotonou, ils vont passer par où? Même leurs produits vont venir. Regardez même nos commerçants. J'ai vu des tas d'ignames parce que quand on dit Natitengu, pas Natangu, oui, Manaville, tout ça là. C'est des gens, c'est un comme vous allez aux frontières de Manaville. Mais aujourd'hui là, qui va maintenant payer la facture? Ces camionneurs qui ont vu les denrées périr. Oui, la prévention, oui. Ou qui ont gardé le truc. Ces commerçants qui ont pris des crédits dans les banques. Oui. Et maintenant, tout ça pour ça, c'est ça le problème finalement. On a fait ça, les gens sont morts. On a fait ça, les gens ont déposé le bilan. Et finalement, on a fini par dire maintenant, on ouvre. Alors que très tôt, plein de gens, tous les Béninois. Heureusement que le président même a reconnu que ce qu'il a fait, qu'il n'était pas en harmonie avec son peuple. Maintenant, le drame que beaucoup de personnes font encore pour le moment, les difficultés financières, parce qu'on a voté le budget de 2024, moi j'ai dit que c'est un budget irréaliste et irréalisable, parce que le port, qui est le poumon, on a appelé notre port, on appelle ça le poumon de l'économie nationale. Et avec la fermeture du port, on a fermé notre port au Niger, les ressources, la recette douane, port seul donne plus de la moitié des recettes douanières de tout le Bénin. Pas, je n'arrive pas, je ne peux pas comprendre comment ils peuvent même mobiliser les sous. Et ce n'est pas pour les maisons aller aux États-Unis la fois dernière, prendre des milliards. Mais un jour, les gens vont saisir même le Bénin. Parce que les fonds vautours vont se mettre à notre trousse. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Le coton même chute. Parce qu'on a porté atteinte aux droits des paysans, des agriculteurs. Le coton a commencé à chuter. Le port, qui est le poumon de notre économie, chute. Et on a fait tout ça maintenant, finalement, on a fini par ouvrir. Mais on a ouvert, mais les gens ne vont pas venir parce qu'ils ont déjà commencé par trouver des moyens de substitution. Ils ont commencé par aller au port de Cotonou, au port de Lomé. Vous pensez que Lomé ne va pas leur faire des avantages, leur faire des propositions avantageuses pour rester? Et le pire, quelle que soit la situation, même si les relations étaient normalisées, ces gens-là, du moins, ils sont partis, ils ne vont plus revenir. C'est un peu comme quand on était enfant, là, quand vous avez l'habitude d'aller acheter à manger les matins, de la bobo ou bien de la bouillie chez quelqu'un, et un jour, vous êtes allé quelque part, vous avez vu que, ah, là, c'est un peu plus succulent. C'est fini. Donc, vous pouvez perdre ce client-là. Donc, du moment où les gens ont déjà découvert, peut-être qu'avant, les gens n'avaient pas suffisamment réfléchi. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir cette possibilité. Maintenant qu'ils l'ont trouvé, ils n'ont plus l'habitude, même si les gens devaient revenir, on ne peut plus avoir les 100% de ces prestataires. Et moi, je vous dis, en tant qu'ancien ministre de l'économie maritime, je savais ce que représentait le Niger pour le Bénin. Et j'avais sensibilité, j'avais conseillé, j'avais tout dit. D'autres l'ont fait, comme moi. Bon, bref, alors on a fait ça. On a tué les gens, même au Bénin. Les gens ont parti. C'est à cause de cette affaire de beaucoup d'États de Niger qu'on a fermé la télévision et qu'on fait fermer. Vous voyez tous ces journalistes-là qui sont maintenant au chômage. Et voilà, c'est-à-dire on a un président qui ne veut écouter personne. C'est ça le mal. C'est vrai, je comprends, je lui ai dit, même depuis 2016, que quand on est à ce poste-là, on n'aime écouter personne, on se croit super intelligent. Et le mal, c'est parce que nos intellectuels, quand le gars donne des ordres à des professeurs titulaires, et il dit écrivez des chiffons, ils écrivent des chiffons, ils transforment ça en loi. Et parce qu'il est plus intelligent. Regardez, quand on veut porter atteinte à la décentralisation, il a réuni les maires pour dire qu'on va nommer les secrétaires exécutifs. Le maire de commencer lui a dit, monsieur le président, laissez-nous notre budget. Et les gens ont applaudi. Et il dit, bon, comme vous avez dit ça maintenant, on va faire ça maintenant. Ça prouve que c'est une bonne réforme. Ça dit, c'est quoi ça? On a fait ça maintenant, voilà. Les SE meurent, les SE démissionnent, tout ça là. C'est pas possible, quoi. Personne n'est une encyclopédie.
Donc, mais il a raison, parce que quand il dit des choses qui ne tiennent pas la route, ce n'est pas de façon méchante, de façon impolie, comme a dit non, monsieur le président. Quand on est cadre, c'est ça. Moi, je dis, malgré tout ce que les gens me reprochent, je dis oui, et lui ne réplique pas, c'est vrai. Moi, je dis, je ne vais jamais être, comme vous appelez ça, ingrat vis-à-vis du président, il n'y a jamais, c'est pas possible. Je n'ai pas reçu cette éducation. Mais n'empêche, ceux qui ont fait le gouvernement avec moi, ceux qui sont même avec Talon aujourd'hui, qui sont avec, je suis l'un des rares à m'opposer à des décisions au Conseil des ministres. Quand le président dit, je dis non, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. En Conseil des ministres. Parce que c'est ça aussi, un chef. Mais quand le gars, il n'est pas Dieu, il peut pas tout connaître. Même encore ceux qui pensent connaître, mais il ne connaît même pas. Donc, le lui dit, monsieur le président, non, avec vos respects, monsieur le président, vraiment ceci, n'est pas comme ça. Non, on acclame. Et le gars dit, ah, je ne connais même plus que les professeurs. Je ne connais même plus que si. Bon, bref, voilà. Donc, cette affaire de Niger, nous allons payer ça cher, très cher, pour longtemps. Les emprunts. On va les payer comment? Et vous voyez comment, même pour une simple histoire de port de casse, vous voyez comment on réprime les gens aujourd'hui? Parce qu'on veut l'argent. Voilà encore autre chose. On saute la voie. La police au Canada, c'est comme ça. La police aux États-Unis, c'est comme ça. En France, c'est comme ça. C'est ça la police, la définition même de la police. Maintien d'ordre, c'est comme ça qu'on fait ça. Et les Béninois pensent que, oui, ce que je t'ai dit là, il est âgé, il faut passer. Et maintenant, non, quand même. Merci, monsieur Dianotin. J'aurais pu vous garder jusqu'à demain matin, mais c'est une émission télé, c'est limité dans le temps. Je vais juste continuer. Je vais remercier deux ou trois personnes. Il y a monsieur Justin Azanko qui vous dit Ah, bravo pour, merci, merci, pour, merci, monsieur le coordinateur. pour l'émission. Monsieur aussi Samuel Francisco. Et puis, donc, je remercie quand même de façon ramassée tous les internautes qui ont suivi l'émission avec nous du début jusqu'à la fin. Je voulais juste leur rappeler, si vous avez pris l'émission au cours, au milieu quelque part, toutes nos émissions sont déposées sur ma chaîne YouTube Biafrica Web TV. Et tout au long de la semaine aussi, on va séquencer l'émission par thème aussi, et puis on va relayer sur les autres plateformes comme TikTok et sur WhatsApp aussi, pour que le maximum de personnes puissent quand même écouter le message, tout ce qui a été dit avec le ministre. Donc, je remercie tous les internautes pour leur soutien. Je vous remercie aussi pour votre disponibilité à continuer à nous éclairer, à apporter le message. Vous avez l'expérience du pouvoir, vous avez l'expérience du Parlement aussi. Donc, quand même, vous êtes une ressource incontournable si on a besoin d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe au pays. Donc, je vous remercie vraiment pour votre disponibilité. Donc, À moi de vous remercier, M. Diossou, vraiment pour m'avoir permis pendant pratiquement 2 heures de temps à donner mon opinion. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé. Je remercie également ceux qui ont des idées contraires aux miennes. C'est ça, dans la contradiction que nous allons contre le pays. Mais ce que je veux, c'est que nous puissions tous cultiver un minimum de civisme, de patriotisme, pour que, à cause de nos intérêts privés, nous n'acclamions pas. Vous voyez, la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et ceux qui appellent le mal bien. Ce qui est mal, c'est mal. Ce qui est bien, c'est bien. Vous voyez, à cause de nos petits intérêts, c'est pas bien. Parce que ça peut se retourner contre nous. Et on a vu ça. Donc, bref, merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie tous ceux qui sont restés dans l'ombre pour vous aider à réaliser cette émission. Et vivement, nous allons retrouver ça sur votre chaîne YouTube. Et quoi que ceux qui ne pas pu suivre, ils vont pouvoir suivre et nous allons partager. Merci. Merci infiniment. et pour finir, monsieur Rémi Nyambakpo, ok, le doyen, je le remercie aussi qui a suivi. C'est vrai qu'avec la situation au Bénin, les gens les gens ont toujours une crainte à participer ouvertement à ces genres d'émissions publiques parce que ne sait pas ce qui va se passer avec eux demain, ils ont des familles, tout ça, ils veulent les protéger. Donc, c'est vrai. Là, mais merci, monsieur le doyen Yabakou. On arrête les gens en pleine circulation, on prend leur portable, on fouille. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, merci. Merci à tous ceux qui ont pu suivre et à tous ceux qui suivront après. merci beaucoup et puis bonne fin de journée en France et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission. Dimanche, on se dit tout. Merci. Merci. Merci, monsieur Jobson. À bientôt. Bye bye.